Retire tes sales pattes de ce volant avant que je ne te les brise. L'adjoint Lucas Garnier déchira la portière de Chloé Dubois, le métal hurlant sa protestation alors qu'il la traînait sans ménagement sur l'accotement en gravier. L'adjoint Léo Bernard la poussa brutalement en avant, sa paume écrasant la nuque de la jeune femme tandis qu'il marmonnait avec un mépris palpable, « Les femmes comme vous n'ont rien à faire au volant de voitures comme celle-ci. » Le tasé de Garnier vrombit à quelques centimètres d'elle, son claquement électrique plus assourdissant que le bruit de la circulation qui défilait sur la route. « Ne détourne pas le regard », siffla-t-il en lui agrippant le menton avec une force cruelle. « Je veux que tu te souviennes de qui est le maître sur cette route. » Alors qu'il armait son poing pour la frapper, le coup de poing de Chloé partit le premier, sec, explosif, figeant chaque témoin, le souffle coupé. Aucun d'entre eux ne savait qu'il venait de s'en prendre à un commandant des forces spéciales. Avant d'aller plus loin, commentez d'où dans le monde vous nous regardez, et assurez-vous de vous abonner car l'histoire de demain est une de celles que vous ne voulez pas manquer. Le commandant Chloé Dubois descendait doucement avec son 4x4 sur une route sinueuse en Provence, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres à travers les pins parasols. Le trajet depuis la maison de campagne de sa mère lui apportait habituellement une paix profonde, un rare moment de quiétude après des années de missions classifiées et de dangers indicibles. C'était son sanctuaire, un ruban d'asphalte où le seul bruit était le chant des cigales et le ronronnement de son moteur. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Une dissonance dans l'harmonie familière, une note fausse dans la symphonie de la nature provençale. Dans son rétroviseur, 2 véhicules de police la suivaient depuis près d'un quart d'heure, se tenant juste assez en retrait pour que leur présence soit une menace latente, une pression constante. Ses instincts, affûtés par des années de combat et de survie en territoire hostile, prirent le dessus. Elle maintint une vitesse constante, les mains détendues mais prêtes, à 10h10 sur le volant, son regard balayant calmement les rétroviseurs, son esprit cartographiant déjà les environs. Soudain, les voitures de patrouille accélérèrent brutalement, leurs moteurs rugissant dans la quiétude de l'après-midi. Elles se séparèrent, l'une lui coupant la route tandis que l'autre la bloquait par l'arrière, une manœuvre d'interception agressive et totalement injustifiée. La voiture de tête fit une embardée violente, la forçant à freiner brusquement. Son 4x4 s'immobilisa dans un crissement de pneus sur l'accotement, le gravier crépitant sous les roues. Gardez les mains bien en vue. La voix de l'adjoint Garnier explosa à travers un mégaphone, déformée et menaçante. Il sortit de la voiture de tête, la main déjà posée sur la crosse de son arme de service. L'adjoint Bernard s'approcha de l'autre côté, son visage déformé par un rictus de mépris. Chloé abaissa sa vitre de quelques centimètres seulement, juste assez pour communiquer tout en maintenant une barrière de protection. « Y a-t-il un problème, messieurs ?» Le visage de Garnier vira au rouge alors qu'il se précipitait vers sa fenêtre. « Quand une femme comme vous conduit une voiture aussi luxueuse, c'est qu'elle est volée. Sortez avant qu'on ne vous sorte nous-mêmes. » Sa mâchoire se contracta, mais elle garda sa voix parfaitement stable, dénuée de toute émotion. « Ce véhicule m'appartient. J'ai les papiers. Est-ce que je t'ai demandé de parler ?» Garnier agrippa la poignée de sa portière, la tirant d'un coup sec. « Dehors. Maintenant. » Des années d'entraînement au combat hurlèrent en elle, l'exhortant à réagir, à neutraliser la menace. Mais Chloé se força à bouger lentement, délibérément, contrôlant chaque muscle. Elle sortit du véhicule, les mains légèrement levées, ses sens aiguisés de militaire cataloguant chaque détail avec une précision glaciale. La posture agressive de Garnier. La position de Bernard derrière elle, prêt à intervenir. Le troisième agent qui s'approchait maintenant de la voiture de renfort, un observateur silencieux mais complice. Face au véhicule, jambes écartées. Garnier la saisit par l'épaule, la projetant violemment contre la carrosserie de son propre 4x4. L'impact lui coupa le souffle. « C'est totalement inutile, » déclara-t-elle calmement, sa voix à peine un murmure. « Je suis officier de l'armée. » Le genou de Bernard s'abattit dans ses côtes, coupant net ses paroles. « Ferme ta gueule. Vous avez toujours des excuses, les gens comme vous. » La fouille qui suivit ne fut qu'un prétexte à la brutalité. Des mains rugueuses la palpèrent avec une force intentionnelle, s'attardant de manière inappropriée, chaque contact une violation, une humiliation calculée. Ses instincts de combat s'embrasèrent à chaque transgression, mais elle resta immobile, analysant leur position, leur faiblesse, attendant le bon moment. Pas si dur maintenant, hein? Garnier lui tordit le bras derrière le dos, le poussant vers le haut jusqu'à ce qu'une douleur fulgurante lui traverse l'épaule.
Il est temps d'apprendre le respect. Le troisième agent fit le tour, faisant craquer les articulations de ses doigts. Ce genre de personne n'apprend jamais le respect tant qu'on ne le leur enseigne pas. Chloé sentit le métal froid d'un tasé se presser contre sa nuque. L'haleine chaude de Garnier effleura son oreille alors qu'il grognait, peut-être que ça aidera la leçon à rentrer. Vous ne voulez vraiment pas faire ça, dit-elle doucement, son ton empreint d'une certitude absolue qui aurait dû les glacer sur place. Garnier éclata de rire. Ah ouais? Regarde-moi bien. Le tasé crépita, s'animant d'une énergie mortelle. À cet instant précis, tout changea. Avant que les électrodes ne puissent entrer en contact avec sa peau, Chloé bougea. Son coude partit en arrière avec une force écrasante, percutant le plexus solaire de Garnier. Alors qu'il se pliait en deux, le souffle coupé, elle pivota, utilisant son élan pour le projeter, visage contre le capot du 4x4. Bernard se jeta sur elle, cherchant à saisir sa matraque. Chloé s'abaissa, fauchant ses jambes avec un mouvement expert qui l'envoya s'écraser sur l'asphalte. Le troisième agent chargea, mais elle était déjà en mouvement. Elle intercepta son coup de poing désordonné, redirigea son énergie et l'envoya basculer par-dessus sa hanche. Il atterrit lourdement, l'impact chassant l'air de ses poumons. Garnier se releva en titubant, un filet de sang coulant de son nez. Il tenta de saisir son arme, mais Chloé fut plus rapide. Deux frappes précises, une à son poignet, l'autre à son genou, le laissèrent hurlant de douleur sur le sol. Bernard essaya de la prendre en étranglement par derrière. Elle répondit avec une efficacité fluide, saisissant son bras et projetant son poids vers l'avant. Il vola par-dessus son épaule, atterrissant sur le capot avec un bruit sourd qui laissa une profonde bosse dans le métal. Le troisième agent avait réussi à se remettre sur pied, mais la peur dans ses yeux montrait qu'il savait qu'il n'avait aucune chance. Il la chargea quand même, poussé par le désespoir et un orgueil blessé. Chloé accueillit sa charge avec une violence contrôlée, une combinaison de frappes qui le laissa étendu à côté de ses collègues. En moins de 30 secondes, les trois agents gisaient, gémissant, sur le bitume. Aucun n'avait réussi à lui porter un seul coup efficace. Chloé se redressa, sa respiration calme et mesurée, alors que le son des sirènes approchant emplissait l'air. Elle ne s'enfuit pas. Elle ne se cacha pas. Elle resta sur ses positions, sachant que cette confrontation était loin d'être terminée. Le hurlement des sirènes s'intensifia, mais elle demeura parfaitement immobile, sa posture militaire évidente dans chaque ligne de son corps. Garnier tenta de se redresser, crachant du sang sur l'asphalte. Tu vas le regretter. Non, répondit Chloé tranquillement, observant les premières unités de renfort apparaître à l'horizon. Ce n'est pas moi qui vais avoir des regrets aujourd'hui. Le soleil s'enfonçait maintenant plus bas, peignant le ciel de rouge et d'orange profond. La même route de Provence qui avait promis une promenade paisible était devenue un champ de bataille qui allait bientôt attirer plus de combattants. Alors que les sirènes se rapprochaient, Chloé se tenait prête, sachant que ce n'était que le début d'une guerre qu'elle n'avait jamais voulu, mais à laquelle elle ne se déroberait pas. Le véhicule de police du lieutenant Stéphane Moreau dérapa jusqu'à s'arrêter sur les lieux, ses phares déchirant le crépuscule grandissant. La portière claqua avec une force telle qu'elle fit sursauter les plus jeunes agents. Moreau en sortit tel un nuage d'orage, le visage congestionné de rage en inspectant ces hommes blessés, éparpillés sur l'asphalte. Qu'est-ce qui s'est passé ici, nom de Dieu? Beugla-t-il, sa voix résonnant contre les pins, ses yeux fixés sur Chloé, qui se tenait parfaitement immobile, sa prestance militaire inchangée. Garnier se mit à genoux, toujours sifflant. Elle nous a attaqués, mon lieutenant. On effectuait un contrôle de routine, et... Routine? La voix de Chloé trancha l'air comme de l'acier. Vous m'avez extraite de mon véhicule sans motif, vous m'avez agressé et avez tenté de me taser. Moreau marcha vers elle d'un pas lourd, sa main crispée sur sa matraque. Toi, tu la fermes. J'ai 3 bons agents à terre à cause de toi. Les bons agents n'agressent pas les civils, répondit Chloé d'un ton égal. La matraque siffla dans l'air sans avertissement. La plupart des gens auraient été pris complètement au dépourvu, mais Chloé avait vu la tension dans son épaule, le léger transfert de son poids. Elle entra à l'intérieur de l'arc de son swing, déviant la matraque avec son avant-bras tout en restant juste hors de sa portée. Moreau grogna, se lançant dans une série de frappes sauvages. Chaque attaque rencontra le vide alors que Chloé se déplaçait avec une efficacité experte. Elle n'attaquait pas.
Elle n'était simplement pas là où sa matraque essayait d'être. Son contrôle était parfait, ses mouvements précis. Reste tranquille. Rugit Moreau, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque tentative ratée. Comme vos agents m'ont forcé à rester tranquille, la voix de Chloé resta calme même en redirigeant un autre coup. Pendant qu'il me donnait des coups de pied, me fouillait, me menaçait. Une petite foule s'était rassemblée sur le bord de la route. Des téléphones portables enregistraient tout, leurs écrans brillant dans le crépuscule qui s'approfondissait. Moreau les remarqua et sa fureur redoubla. « Prenez ces téléphones », ordonna-t-il. « Confisquez chaque appareil. C'est une scène de crime active. » Les agents arrivés en renfort se dirigèrent vers les témoins, mais leur attention revenait sans cesse sur Chloé. Ils avaient vu ce qu'elle avait fait à leurs collègues. Aucun ne voulait être le suivant. Moreau lança une autre attaque, visant cette fois ses genoux. Chloé attrapa la matraque en plein vol. Pendant un instant, ils restèrent figés, sa colère brute contre sa force disciplinée. Puis elle pivota, utilisant son propre élan pour le faire trébucher en avant. La matraque tomba sur le bitume avec un cliquetis. Elle aurait pu en finir avec lui là. Une frappe à l'arrière de sa tête, une autre à son rein. Il s'était laissé complètement exposer. Au lieu de cela, elle recula, les mains légèrement levées. « Ça suffit, lieutenant. Nous savons tous les deux que ce contrôle était illégal. » « Illégal ?» Moreau se redressa, essayant de masquer sa respiration lourde. « La seule chose illégale ici, c'est l'agression de policiers. Arrêtez-la, maintenant. » Les agents de renfort hésitèrent, regardant leurs collègues tomber, puis la posture calme de Chloé. La peur et le devoir se livraient bataille sur leur visage. « Je ne résisterai pas, » dit Chloé clairement, gardant ses mains visibles. « Mais tout le monde ici sait ce qui s'est réellement passé. » Deux agents s'approchèrent finalement, leurs mouvements raides de tension. Ils lui saisirent brutalement les bras, mais elle ne se débattit pas alors qu'il les tirait derrière son dos. Les menottes se refermèrent avec une force inutile. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression sur des agents de la force publique, résistance à l'arrestation et tentative de meurtre », cracha Moreau en récupérant sa matraque. Il s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de commencer. » Alors qu'il la conduisait vers une voiture de patrouille, Chloé observa Moreau diriger ses hommes. Sécuriser la scène. Je veux chaque téléphone, chaque caméra, et que quelqu'un découvre ce qui est arrivé à nos enregistrements de caméras embarqués. Le trajet jusqu'au commissariat départemental fut tendu. Chloé était assise en silence à l'arrière, observant tout à travers la grille de séparation. Les agents à l'avant ne cessaient de la regarder dans le rétroviseur, leur nervosité évidente dans chaque mouvement saccadé. Au commissariat, sa procédure d'enregistrement fut menée avec une lenteur délibérée. Chaque étape semblait conçue pour maximiser l'inconfort et l'humiliation. Malgré tout, elle maintint son calme, recueillant des informations. Elle nota quels agents évitaient son regard, lesquels semblaient mal à l'aise avec la situation, et lesquels suivaient les ordres de Moreau sans poser de questions. Depuis sa position au service des gardes à vue, elle pouvait voir Moreau dans son bureau, orchestrant la dissimulation. Des agents entraient et sortaient, chacun partant avec des tâches spécifiques. L'un emportait les disques durs des caméras embarquées. Un autre commença à taper ce qui serait sans aucun doute un rapport falsifié. Les systèmes informatiques ont des problèmes, annonça un agent à voix haute. On risque de perdre quelques fichiers ce soir. Le sourire de Moreau était glacial. Ces choses arrivent. La technologie n'est jamais fiable. Ils la placèrent dans une cellule de détention à l'écart des autres détenus. Les murs en béton étaient froids, le banc en métal inflexible. Chloé s'assit avec une posture parfaite, son entraînement lui permettant de trouver du confort dans l'inconfort. Elle avait survécu à des conditions pires dans des territoires bien plus hostiles. Des pas lourds s'approchèrent. Moreau apparut au barreau, son visage affichant une expression suffisante. Il avait retrouvé son sang-froid, apparemment confiant dans sa capacité à contrôler le récit. « Aucun juge dans ce département ne croira votre histoire, » dit-il en tapant sa matraque contre les barreaux. « Ce sera votre parole contre celle de 3 agents respectés. Et maintenant, regardez-vous. Juste une autre délinquante violente dans une cellule. » Les néons du plafond bourdonnaient alors que 2 agents conduisaient Chloé à travers la zone d'enregistrement. Ses muscles étaient endoloris par le banc en métal dur,
mais elle gardait sa posture droite, son visage impassible. La nuit avait été longue, remplie des échos des cellules de dégrisement et des cris occasionnels d'autres détenus. Traitement pour l'audience de libération, annonça un agent, refusant de croiser son regard. Le sergent de service tapait lentement, prolongeant délibérément chaque clic du clavier. Le lieutenant Moreau entra en trombe, un épais dossier coincé sous son bras. Son sourire n'était que dents et méchanceté. Elle ne va nulle part pour l'instant. J'ai de la paperasse à remplir d'abord. Il claqua le dossier sur le comptoir, étalant plusieurs fiches d'inculpation. Agression sur des agents de la force publique. Ça fait 3 chefs d'accusation. Résistance à l'arrestation. Et mon préféré. Il brandit le dernier formulaire avec un flair théâtral. Tentative de meurtre. C'est absurde, dit Chloé tranquillement, notant comment plusieurs agents à proximité se sentirent mal à l'aise. Vraiment ? La voix de Moreau dégoulinait d'une fausse préoccupation. Les adjoints Garnier et Bernard racontent une histoire différente. Comment vous avez explosé de violence lors d'un contrôle de routine ? Comment vous avez utilisé des attaques de style militaire qui auraient pu les tuer ? Ils sont tous les deux à l'hôpital, d'ailleurs, grâce à vous. Je veux mon appel téléphonique, dit Chloé. Et je demande un avocat. Oh, certainement. Nous sommes très attachés à la procédure ici. Le rire de Moreau était rauque. Contrairement à certaines personnes qui pensent pouvoir agresser des agents sans conséquence. L'appel téléphonique fut bref. Moins d'1 heure plus tard, maître Valérie Roussel entra dans le commissariat, ses talons claquant avec détermination sur le linoléum. Ses yeux perçants analysèrent tout, le langage corporel des agents, les changements hâtifs de l'organigramme de service, la façon dont Moreau rôdait près du bureau d'enregistrement. « Je représente le commandant Dubois », annonça maître Roussel, sa voix portant. « Je dois voir tous les documents d'inculpation et les rapports d'incident immédiatement. » Moreau essaya de la dévisager. « Nous traitons encore la paperasse. Ces choses prennent du temps. » « Fascinant, » répondit maître Roussel. « Surtout que vous avez déjà divulgué des détails à la presse. J'ai vu le reportage du matin sur la dangereuse vétérane qui a attaqué vos agents. » Elle se tourna vers Chloé, parlant à voix basse mais clairement. Ce département a l'habitude de protéger les agents violents. 8 incidents similaires au cours de la dernière année seulement, tous étouffés, mais ils n'ont jamais essayé de piéger quelqu'un avec vos états de service. Les enregistrements de la caméra embarquée vont éclaircir tout ça, dit Chloé. Le sourire de maître Roussel était sinistre. Laissez-moi deviner. Difficultés techniques. Panne de matériel. Moreau intervint. Vraiment dommage. Mais nous avons les déclarations sous serment de 3 agents sur son attaque non provoquée. 3 déclarations identiques, j'en suis sûr, répliqua maître Roussel. Nous allons demander une surveillance fédérale. Le schéma des violations des droits civiques dans ce service est trop clair pour être ignoré. Pendant que maître Roussel se disputait avec Moreau sur les conditions de la caution, Chloé observait les opérations du commissariat. Elle nota quels agents manipulaient les preuves, lesquels géraient les ordinateurs, qui avaient accès aux enregistrements de sécurité. Chaque détail était une information précieuse. À travers les fenêtres du commissariat, elle pouvait voir des camionnettes de chaînes d'information se rassembler. Un journaliste faisait déjà un direct, désignant le bâtiment. Sur la télévision de la salle de pause, un présentateur local lisait un communiqué. Des sources au sein du service décrivent la suspecte comme mentalement instable, souffrant peut-être de stress post-traumatique. Ils font tout pour contrôler le récit, murmura maître Roussel en revenant avec les papiers de libération. Mais ils ont fait des erreurs. Le moment de la soumission des rapports, les enregistrements manquants, l'escalade des accusations, tout cela montre une coordination. Nous pouvons utiliser ça. La procédure de cautionnement prit encore 2 heures. Chaque signature était scrutée, chaque formulaire vérifié 2 fois. Moreau observait tout, sa présence un message clair d'intimidation. Finalement, Chloé sortit sous le dur soleil de Provence. Les caméras de télévision se tournèrent vers elle, mais maître Roussel se plaça devant, bloquant leur plan. Pas de commentaires pour le moment. Toutes les questions peuvent être adressées à mon cabinet. Le trajet de retour semblait surréaliste. Chaque voiture de police qu'elle croisait semblait ralentir. Les agents se tordant le cou pour regarder.
Les mots de maître Roussel résonnaient dans l'esprit de Chloé. Ils essaieront de vous isoler. De vous faire sentir observé. Ne les laissez pas faire. Le quartier de sa mère bourdonnait d'une activité inhabituelle. Les voisins se tenaient en petits groupes, les conversations s'éteignant au passage de la voiture de Chloé. Une camionnette de presse tournait au ralenti au coin de la rue, le journaliste se redressant à son approche. « Mon équipe va commencer à monter le dossier », dit maître Roussel alors qu'elles arrivaient devant la maison de Chloé. « Nous devrons agir vite avant qu'ils ne détruisent plus de preuves. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir rester ailleurs ? » « C'est ma maison », répondit simplement Chloé. « Je ne me laisserai pas chasser. » Maître Roussel hocha la tête, compréhensive. « Appelez-moi immédiatement s'ils essaient quoi que ce soit. Et commandant, soyez prudente. Les hommes comme Moreau sont plus dangereux quand ils ont peur. » Chloé remonta son allée, consciente des caméras qui l'observaient, des voisins qui lorgnaient à travers les rideaux. Son téléphone vibrait continuellement, alerte d'actualité, mentions sur les réseaux sociaux, messages de numéros inconnus. Le site web de la chaîne locale avait déjà un titre, une vétérane violente attaque des agents lors d'un contrôle routier. À l'intérieur, sa maison était calme, intacte. Le silence semblait un refuge après le chaos de la garde à vue. Elle ferma la porte, coupant le bruit du monde, mais son téléphone continuait de vibrer. Une autre alerte. Le syndicat de police exige les charges maximales dans l'affaire d'agression d'agents. Chloé posa le téléphone, écran contre le comptoir. Il voulait qu'elle se sente dépassée, isolée, effrayée. Mais il ne comprenait pas à qui ils avaient affaire. Elle avait affronté des situations pires dans des endroits où il n'y avait ni règles, ni caméras, ni recours légal. Ici, au moins, il y avait un système, aussi corrompu soit-il, qui pouvait être forcé de fonctionner. Elle regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine, voyant la soldate qu'elle avait toujours été. Non, elle ne se laisserait pas intimider. Pas par Moreau, pas par son service corrompu, pas par leur manipulation médiatique. Ils avaient commencé ce combat en pensant qu'elle était une cible facile. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Le ciel du matin était bas et menaçant alors que Chloé sortait de son allée. Les camionnettes de presse avaient finalement disparu, mais elle repéra une voiture de police garée 2 rues plus bas, mal cachée derrière le chêne d'un voisin. Il n'essayait même plus d'être discret. Son téléphone vibra avec un message de maître Roussel. Rendez-vous au cabinet dès que possible. Le contact fédéral a accepté de nous entendre. Chloé vérifia ses rétroviseurs, notant une autre voiture de patrouille qui avait démarré derrière elle 3 virages plus tôt. Ils devenaient négligents dans leur surveillance, ce qui signifiait qu'ils devenaient désespérés. Le parking souterrain près du cabinet de maître Roussel, en centre-ville, se dressait devant elle, ses niveaux de béton s'élevant comme une forteresse dans la lumière grise du matin. Chloé choisit le 3e niveau, à l'écart des voitures éparpillées aux étages inférieurs. Alors qu'elle se garait, ses instincts affûtés enregistrèrent plusieurs détails. L'écho de bottes sur le béton, le reflet de mouvement dans les vitres des voitures garées, le positionnement délibéré de véhicules près de la rampe de sortie. Elle sortit de sa voiture, clé en main. « Je sais que vous êtes là », lança-t-elle, sa voix portant à travers le niveau vide. « Passons-nous des simagrées. » 4 adjoints sortirent de derrière des piliers et des véhicules. Elle reconnut l'adjoint Jules Dumont du service d'enregistrement, son jeune visage crispé par la nervosité. Les autres étaient plus âgés, plus durs. Tous portaient des matraques, et leur posture indiquait clairement que ce n'était pas une visite officielle. « Le lieutenant a dit que vous pourriez causer des problèmes », grogna le plus grand des adjoints, tapotant sa matraque contre sa jambe. « Il a dit qu'on devait s'assurer que vous compreniez comment les choses fonctionnent ici. Point avant que vous ne rencontriez ces fédéraux, » ajouta un autre, la contournant par la gauche. « Des accidents arrivent tout le temps dans les parkings, surtout aux gens qui ne savent pas quand se taire. » Chloé resta immobile, analysant les distances, les positions, les angles. Ils avaient mal planifié cela, trop dispersés, trop concentrés sur le blocage des sorties plutôt que sur la coordination de leur attaque. Des erreurs d'amateurs qui allaient leur coûter cher. Dernière chance de partir, offrit-elle, sachant qu'il ne la saisirait pas. Dumont chargea le premier, désireux de faire ses preuves. Son coup de matraque était large, télégraphié. Chloé entra à l'intérieur de sa portée, redirigeant son élan contre une berline garée. L'impact cabossa la portière et le laissa haletant.
Les autres attaquèrent ensemble, mais sans coordination. Chloé se déplaçait entre les piliers de béton, utilisant la structure elle-même comme bouclier et comme arme. Une matraque frappa le béton là où sa tête se trouvait. Elle saisit l'arme, la tordant ainsi que son porteur pour le projeter contre la charge d'un autre adjoint. Ils se heurtèrent violemment, jurant et trébuchant. Chloé saisit le moment pour neutraliser Dumont, qui tentait de se relever. Une frappe précise à son genou le fit retomber, suivi d'un coup contrôlé sur le plexus nerveux de son épaule. Il s'effondra, conscient, mais incapable de reprendre le combat. Agression fédérale, maintenant, siffla un adjoint en sortant un tasé. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Chloé attrapa son poignet alors que le tasé crépitait, dirigeant les électrodes dans la poitrine de son partenaire. L'homme convulsa et tomba. Avant que l'adjoint au tasé ne puisse réagir, elle lui fracassa le bras contre un pilier, envoyant l'arme cliqueter sur le béton. Le plus grand adjoint la chargea, essayant de la coincer contre une voiture. Chloé utilisa son élan, y ajoutant une projection de hanche qui l'envoya déraper sur la surface rugueuse. Il se releva en roulant, crachant du sang, et chargea de nouveau. Cette fois, elle l'accueillit avec la matraque de son partenaire tombé, frappant des points de pression en succession rapide. Il tomba lourdement, serrant son bras paralysé. L'adjoint restant recula, cherchant maladroitement sa radio. Chloé combla la distance en 2 pas, bloqua sa main avant qu'il ne puisse presser le micro, et le désarma avec une clé de poignet qui le laissa agenouiller de douleur. « Reste à terre », ordonna TL, appliquant juste assez de pression pour faire passer le message. « À moins que tu ne veuilles expliquer au médecin comment tu t'es luxé l'épaule tout seul. » Le garage résonnait de gémissements et de respirations saccadées. Chloé sortit son téléphone, documentant la scène méthodiquement, les armes qu'ils avaient laissées tomber, les positions des adjoints, les dommages au véhicule. Elle envoya tout à Maître Roussel avec un bref message. Tentative d'agression dans le parking. 4 adjoints ont besoin de nettoyage. Dumont essaya de parler à travers des dents serrées de douleur. Vous ne comprenez pas. Il nous tuera si on ne vous arrête pas. Alors vous auriez dû réfléchir un peu plus pour qui vous travaillez, répondit Chloé en vérifiant l'état de chaque adjoint. Aucun n'avait de blessure mortelle, mais il ne manierait plus de matraque de sitôt. Des bruits de pas résonnèrent depuis le niveau inférieur. Des civils attirés par le bruit. Quelqu'un était déjà au téléphone avec les services d'urgence, sa voix portant. Il y a une bagarre dans le parking. Envoyez la police. Chloé rassembla les armes tombées, les arrangeant clairement pour les photographies. Plus de preuves de leur tentative d'embuscade. Plus de preuves du désespoir du service. Les premières sirènes se firent entendre au loin alors qu'elles se dirigeaient calmement vers la rampe de sortie. Les adjoints restèrent là où ils étaient tombés, comprenant peut-être enfin l'ampleur de leur erreur. Leurs gémissements et leurs jurons la suivirent dans les passages en béton. Elle se déplaçait d'un pas régulier, sans hâte, sa respiration contrôlée. Les ombres du garage firent place à la lumière grise du jour. Les sirènes devinrent plus fortes, approchant de plusieurs directions. Bientôt, ce niveau serait envahi de secouristes et de plus de forces corrompues de Moreau. Mais elle avait accompli ce dont elle avait besoin. L'attaque était documentée. Les adjoints étaient neutralisés sans blessure permanente. Et plus important encore, ils avaient prouvé jusqu'où le service irait pour la faire taire. Le vent qui se levait portait le son de plus de sirènes alors que Chloé émergeait dans la rue. Des gyrophares rouges et bleus se reflétaient sur les bâtiments voisins. Elle sortit son téléphone pour informer Maître Roussel de son arrivée retardée, ses doigts stables alors qu'elle tapait. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres du bureau de Maître Roussel alors que Chloé était assise en face du bureau de son avocate. Les dossiers et les photographies de l'incident du parking étaient étalés entre elles. Chaque image témoignait de la violence du matin. Ils réagissent plus vite que je ne le pensais, dit Maître Roussel, tapotant un article de presse fraîchement imprimé. Regardez ce titre, une vétérane instable attaque des agents dans un parking. Il vous dépeigne comme quelqu'un qui cherche la confrontation. Chloé se pencha en avant, parcourant l'article. Sa mâchoire se serra en lisant les citations de sources anonymes du service la décrivant comme une menace pour la sécurité publique. Ils ont agi rapidement. Moreau est plus malin qu'il n'en a l'air, admit Maître Roussel en feuilletant d'autres papiers. Il est déjà allé au bureau du procureur. Mon contact là-bas dit qu'il a passé 2 heures avec Marston ce matin, juste après l'incident du garage.
Laissez-moi deviner, ils accélèrent les poursuites. Maître Roussel hocha sombrement la tête. Marston qualifie cela de question de sécurité publique. Ils essaient d'accélérer votre procès avant que nous puissions rassembler plus de preuves de leur corruption. Chloé se leva, arpentant le bureau de Maître Roussel. La moquette étouffait ses pas alors qu'elle passait devant les diplômes de droit et les récompenses civiques qui ornaient les murs. Ils sont désespérés. Ses adjoints, ce matin. Ils avaient peur, pas seulement de moi, mais de Moreau. L'un d'eux a dit que Moreau les tuerait s'ils échouaient. Ça correspond à ce que j'ai entendu. Maître Roussel sortit un autre dossier. 3 plaintes l'année dernière concernant des agents affirmant avoir été forcés de falsifier des rapports. Toutes classées sans suite, bien sûr, mais il y a un schéma d'intimidation au sein du service. Nous devons viser plus haut, dit Chloé en s'arrêtant à la fenêtre. En bas, les piétons se déplaçaient sur le trottoir, ignorant la corruption qui gangrenait leur communauté. Une surveillance fédérale. J'ai un contact au ministère de la Justice, Nicolas Leroy. Il est spécialisé dans les affaires de corruption à l'échelle d'un service entier. Maître Roussel prit son téléphone. Il cherche un moyen d'entrer dans cette juridiction depuis des mois. Votre cas pourrait être exactement ce dont il a besoin. Passez l'appel, acquiesça Chloé. Mais Moreau ripostera dès qu'il saura que nous contactons les fédéraux. Il riposte déjà. Maître Roussel afficha un email sur son ordinateur. Je viens de recevoir ça d'un greffier du tribunal. Moreau a convoqué une réunion d'urgence avec ses principaux adjoints il y a 1 heure. À huis clos, sans compte rendu, pour planifier leur prochain coup. Ma source dit que Moreau était furieux. Il n'arrêtait pas de parler de vous contenir avant que vous ne puissiez faire plus de dégâts. Un adjoint a suggéré de calmer le jeu, de laisser les choses se tasser. L'expression de Maître Roussel s'assombrit. Moreau a menacé sa famille. Chloé encaissa l'information, son entraînement militaire l'aidant à traiter la menace croissante. Il montre sa faiblesse. Les vrais leaders n'ont pas besoin de menacer leurs propres hommes. Mais les animaux blessés sont les plus dangereux, prévint Maître Roussel. Et Moreau a tout le service qui se comporte comme ses chiens d'attaque personnelle. On frappa à la porte, les interrompant. L'assistante de Maître Roussel entra avec d'autres dossiers. Ceux-ci viennent du tribunal de police. Ils émettent des contraventions contre le véhicule de Madame Dubois. Immatriculation expirée, équipement non conforme, plaque manquante. Tout est fabriqué, dit Maître Roussel en parcourant les documents. Ils essaient de créer un dossier papier. De vous faire passer pour une délinquante chronique. Intimidation de bas étage, observa Chloé. Ils lancent tout ce qu'ils peuvent, en espérant que quelque chose colle. C'est plus que ça. Maître Roussel étala les contraventions. Ils établissent un schéma. Chaque contravention leur donne une excuse pour vous arrêter. Ils préparent de futures confrontations. Chloé étudia les papiers, notant comment chaque infraction avait été soigneusement élaborée pour paraître légitime. Ils apprennent. Ce matin, ils ont essayé la force brute. Maintenant, ils utilisent la bureaucratie comme une arme. C'est pourquoi nous avons besoin d'une intervention fédérale immédiatement. Maître Roussel reprit son téléphone. Le roi peut geler ses contraventions, les empêcher d'en déposer d'autres. Mais nous devons agir vite. Combien de temps avant qu'il puisse arriver? Si je le joins aujourd'hui, peut-être 48 heures. Mais ce sont 2 jours que Moreau peut utiliser pour faire monter les enchères. Chloé hocha la tête, formulant déjà des plans d'urgence. Je serai prête. Ils ne me prendront plus au dépourvu. Il y a autre chose. Maître Roussel hésita, puis sortit un dernier document. Moreau a déposé une requête pour révoquer votre caution, affirmant que vous êtes un danger pour ses agents. Le juge Pierre Lambert l'examine en ce moment. Lambert? N'est-ce pas celui qui joue au golf avec Marston? Tous les dimanches. L'expression de Maître Roussel était sombre. Le système ici est un circuit fermé, Chloé. Ils se protègent les uns les autres, se couvrent les uns les autres. Briser ce cercle ne sera pas facile. Ça ne l'est jamais. Chloé rassembla ses affaires, se préparant à partir. Mais des systèmes comme celui-ci ont des points faibles. Il suffit de les trouver. Le trajet de retour fut tendu.
Chloé vérifiait constamment ses rétroviseurs à la recherche de voitures de police, mais le service semblait garder ses distances pour l'instant. Alors qu'elle s'engageait dans son allée, le soleil couchant peignait sa maison d'orange profond et d'ombre. Les contraventions étaient collées sur sa porte d'entrée, plusieurs feuilles flottant dans la brise du soir, un rappel pointu qu'il pouvait l'atteindre n'importe où, même ici. Chloé les retira une par une, notant à quel point elles semblaient officielles, à quel point elles avaient été soigneusement conçues pour paraître légitimes. Debout sur le seuil de sa porte, elle étudia sa rue tranquille. Quelque part là-dehors, Moreau planifiait son prochain coup. D'autres adjoints subissaient des pressions pour tremper dans la corruption. D'autres innocents risquaient de devenir des cibles. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier avait évolué en quelque chose de bien plus grand. Il ne s'agissait plus seulement de se défendre. Il s'agissait de dénoncer un système pourri de l'intérieur, de protéger une communauté qui ne réalisait même pas à quel point la corruption était profonde. L'air du soir se rafraîchit alors que l'obscurité s'installait. Chloé se tenait immobile, les contraventions à la main, sentant le poids du combat à venir. Démanteler tout un système corrompu ne serait ni rapide ni facile, mais elle avait déjà affronté des situations pires. Les enseignes au néon des bières jetaient une lueur maladive sur le parking du bistrot du coin alors que Chloé s'y garait. Le soleil se couchait derrière le bâtiment, peignant le ciel de violet et d'orange profond. Elle avait choisi ce moment avec soin. Le changement de service signifiait qu'un maximum d'agents hors service seraient présents. Le bistrot du coin était un bar de flics depuis des décennies. L'enseigne en bois au-dessus de la porte était usée par le temps, à peine lisible dans l'obscurité croissante. Chloé prit une profonde inspiration, se recentra et poussa la lourde porte. L'effet fut immédiat. Les conversations s'interrompirent en pleine phrase. Les têtes se tournèrent, les regards se firent étroits. L'endroit empestait la bière éventée et l'hostilité. Au moins 15 agents hors service occupaient divers tables et tabourets de bar, tous désormais concentrés sur sa présence. Chloé se dirigea avec un calme délibéré vers le bar, sentant le poids de leur regard. Le barman, un homme costaud aux tempes grisonnantes, s'approcha avec une réticence visible. « De l'eau » dit-elle simplement. Il posa un verre devant elle sans un mot, puis se retira à l'autre bout du bar où un groupe d'agents se serrait, parlant à voix basse. Chloé ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Le miroir derrière le bar lui offrait une vue parfaite de la pièce. L'adjoint Bernard était assis à une table d'angle avec 4 autres agents, le visage rougi par l'alcool. Sa voix portait clairement dans l'espace désormais silencieux. « J'ai dit à Moreau de ne pas s'inquiéter. Le juge Lambert le couvre. C'est comme ça depuis qu'ils sont jeunes recrues ensemble. » Un de ses compagnons jeta un regard nerveux dans la direction de Chloé. Bernard rit plus fort maintenant, voulant clairement qu'elle l'entende. Qu'est-ce qu'elle va faire? Les enregistrements de la caméra embarquée ont disparu. Moreau s'en est assuré lui-même. Il est resté tard pour tout effacer. Pas de preuves, c'est sa parole contre la nôtre, et on sait tous comment ça se termine dans le tribunal de Lambert. Chloé but une lente gorgée d'eau, mémorisant les détails. Le miroir montrait 3 agents près du billard qui commençaient à bouger, se positionnant entre elle et la sortie. Leurs mouvements étaient maladroits. Ils avaient beaucoup bu. Elle se leva, se tournant pour faire face à la table de Bernard. Le bar devint encore plus silencieux, la tension crépitant dans l'air. Chaque pas vers sa table résonnait sur le plancher en bois. Ces enregistrements montraient tout, n'est-ce pas? Demanda-t-elle calmement. C'est pour ça que Moreau était si pressé de les détruire. Le visage de Bernard se tordit de colère. Tu as un sacré culot de venir ici. Je ne fais que confirmer des faits, dit Chloé. Comme le fait que le juge Pierre Lambert accepte des pots de vin pour classer des affaires contre des agents corrompus. Un des agents ivres du billard lui attrapa l'épaule. Il est temps pour toi de partir. Chloé ne bougea pas. Enlève ta main de mon épaule. Ou quoi? Un deuxième agent s'approcha, l'haleine lourde de whisky. Tu es en infériorité numérique ici. Dernier avertissement, dit Chloé tranquillement. Le troisième agent se jeta en avant, essayant de lui saisir le bras. Chloé se décala, redirigeant son élan. Il s'écrasa contre une table, envoyant des verres se briser sur le sol. Le premier agent lança un coup de poing désordonné. Elle le bloqua facilement, utilisant sa propre force pour le faire tournoyer et percuter le deuxième agresseur. Ils trébuchèrent en jurant.
L'un d'eux attrapa une chaise, la brandissant comme une massue. Chloé entra à l'intérieur de sa portée. La chaise se brisa contre le bar alors qu'elle le mettait à terre d'une frappe précise au plexus solaire. Il s'effondra en haletant. Les agents restants attaquèrent ensemble, se coordonnant malgré leur ivresse. Chloé se déplaçait avec une efficacité fluide, ne gaspillant jamais un mouvement. Un coup laissa une marque dans le mur où sa tête se trouvait un instant auparavant. Elle contra avec un coup de coude qui fit tomber l'attaquant à genoux. Le dernier agent recula, les yeux écarquillés de peur. Derrière elle, elle entendit des chaises racler alors que d'autres flics se levaient, mais personne ne bougea pour aider. Ils avaient vu ce qui était arrivé aux 3 premiers. Les enregistrements, dit Chloé en se retournant vers Bernard. Moreau les a personnellement effacés. Le visage de Bernard était maintenant pâle, la bravade de l'alcool envolée. Tu es folle de venir ici comme ça. Réponds à la question. Ouais, cracha-t-il. Il a tout effacé. Les enregistrements de sécurité aussi. Il a passé 2 heures à s'assurer que rien ne subsistait. Contente maintenant? Extrêmement. Chloé balaya la pièce du regard. Plusieurs agents avaient sorti leur téléphone et enregistraient. Parfait. Plus de preuves pour Maître Roussel. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur la relation spéciale du juge Lambert avec le service? Le silence lui répondit. Les 3 agents qu'elle avait neutralisés étaient toujours au sol, gémissant doucement. Derrière le bar, le barman avait disparu, appelant probablement des renforts. Alors nous en avons terminé ici. Elle se dirigea vers la sortie, restant consciente de chaque personne dans la pièce. Personne n'essaya de l'arrêter. Ils la regardèrent avec un mélange de peur et de fureur alors qu'elle atteignait la porte. L'air nocturne était frais sur sa peau alors qu'elle sortait. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Elle pouvait entendre des sirènes au loin, la cavalerie répondant enfin à l'appel du barman, mais ils étaient trop tard. Elle avait ce dont elle avait besoin. Chloé sortit son téléphone, composant déjà un message à Maître Roussel au sujet de la destruction personnelle des preuves par Moreau et de la corruption du juge Lambert. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Chaque confrontation révélait davantage de leur réseau, plus de preuves de la profondeur de la pourriture. La porte du bar s'ouvrit derrière elle. Une voix appela, épaisse de douleur et de rage. Ce n'est pas fini. Elle ne prit pas la peine de se retourner. Leur menace était maintenant vide, née du désespoir et d'un orgueil blessé. Le vrai combat n'était pas avec des agents ivres dans un bar. C'était avec le système qui les protégeait. Les fonctionnaires corrompus qui permettaient leur comportement. Chloé monta dans sa voiture, observant dans le rétroviseur d'autres agents sortir en titubant du bistrot. Ils semblaient perdus. Leur illusion de pouvoir intouchable brisée en même temps que cette chaise. Elle démarra le moteur, se concentrant déjà sur la prochaine étape. Les preuves étaient détruites, mais elle avait maintenant des témoins qui avaient admis leur destruction. Ce n'était pas idéal, mais Maître Roussel saurait comment l'utiliser. Les sirènes devinrent plus fortes alors qu'elle s'éloignait du bar, laissant derrière elle une scène de meubles cassés, d'égos meurtris, et les premières vraies fissures dans le mur du silence du service. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la route déserte alors que Chloé se dirigeait vers le cabinet de Maître Roussel. Son téléphone, posé sur le tableau de bord, affichait un résumé soigneusement organisé des révélations de la nuit dernière au bistrot du coin. Les aveux enregistrés sur Moreau et le juge Lambert allaient faire éclater l'affaire. Un éclair de blanc et de bleu dans son rétroviseur attira son attention. Un véhicule de police était apparu derrière elle, la suivant de manière inconfortablement proche. Chloé vérifia sa vitesse, exactement à la limite. La calandre du véhicule de police remplissait son rétroviseur, assez proche pour qu'elle puisse distinguer le visage du conducteur. L'agent Théo Martin, l'un des chiens d'attaque les plus fidèles de Moreau. C'est reparti, murmura-t-elle, serrant plus fort le volant. Le véhicule de patrouille fit une embardée dans la voie opposée, moteur rugissant, pour se porter à sa hauteur. Le partenaire de Martin, Enzo Petit, était assis sur le siège passager, les 2 hommes affichant des expressions de haine pure. Chloé maintint sa vitesse, observant Martin donner un coup de volant vers elle. Le premier impact fut léger, un coup de semonce qui fit crisser ses pneus. Elle contra avec une technique de conduite défensive, gardant le contrôle tout en paraissant en difficulté. « Allez » dit-elle tranquillement.
Montrez-moi pourquoi vous êtes vraiment là. Comme s'il entendait son défi, Martin percuta sa voiture de plein fouet. L'impact secoua son véhicule, mais Chloé était prête. Elle avait déjà activé la caméra de son téléphone, montée pour tout filmer. La route devant elle décrivait une courbe serrée vers la droite, bordée d'un fossé abrupt. Martin accéléra, essayant de la coincer contre la glissière de sécurité. Au lieu de résister, Chloé tapa sur ses freins. Le véhicule de police jaillit en avant, dépassant sa cible. Des amateurs, dit-elle en regardant Martin se battre avec son volant. Son véhicule dérapa, les pneus laissant des traces noires sur l'asphalte. Petit s'agrippa au tableau de bord, la panique évidente sur son visage. Chloé exécuta une technique d'intervention en poursuite parfaite. Une tape de précision sur le quartier arrière du véhicule de police. L'effet fut dévastateur. Martin surcompensa, envoyant le véhicule dans une vrille incontrôlable. Le véhicule de police traversa les deux voies, heurta l'accotement et fit un tonneau avant de s'immobiliser dans le fossé. De la vapeur sifflait du capot froissé. Chloé se gara, positionnant sa voiture pour bloquer toute issue. Martin ouvrit sa portière d'un coup de pied, sortant en titubant, la main sur son étui. « Tu es morte » hurla-t-il, mais sa voix tremblait. Du sang coulait d'une coupure sur son front. « Restez où vous êtes » cria Chloé, son téléphone enregistrant tout. « Gardez les mains visibles. » Petit sortit du côté passager, cherchant déjà sa radio. « Unité 47, agent à terre. » Chloé se déplaça avec une efficacité experte. Deux frappes rapides firent tomber Martin avant qu'il ne puisse dégainer son arme. Petit recula, manipulant sa radio. Coup de feu. Coup de feu. Elle combla la distance en 3 pas, lui fauchant les jambes et le clouant face contre terre. Pas de coup de feu, dit-elle calmement en lui immobilisant les bras. Tout comme il n'y avait aucune raison pour que vous essayiez de me sortir de la route. Moreau te tuera pour ça, gémit Martin d'où il gisait. Ajoutez cette menace à l'enregistrement, répondit Chloé en vérifiant si les deux agents avaient des blessures graves. N'en trouvant aucune, elle utilisa leurs propres menottes pour les attacher au pare-buffle de leur véhicule. Toute la rencontre avait duré moins de 2 minutes. Chloé retourna à sa voiture, visionnant les images. Chaque seconde était claire. L'attaque non provoquée, leur tentative de provoquer un accident mortel, et la menace finale de Martin. Elle créa plusieurs sauvegardes, envoyant des copies à Maître Roussel et à la ligne de dénonciation fédérale qu'on lui avait donnée. La vapeur continuait de s'élever du capot déformé du véhicule de police. L'essieu avant était clairement cassé et du liquide fuyait régulièrement dans la terre. Les deux agents la fixaient avec un mélange de haine et de peur alors qu'elle se préparait à partir. « Vous savez quelle est la différence entre nous ?» leur demanda-t-elle. « J'aurais pu vous tuer tous les deux facilement. Au lieu de ça, vous vivrez pour faire face aux conséquences. » Elle fit un signe de tête vers son téléphone. « Tout est enregistré. Vos carrières sont terminées. » Moreau contrôle ce département, cracha Petit. « Tu n'as rien. » « Regardez autour de vous, » dit Chloé. « Votre véhicule est détruit. Vous êtes menotté à votre propre pare-choc. Votre attaque a complètement échoué. Vous pensez toujours que Moreau est en train de gagner ? » Aucun des deux agents ne répondit. Au loin, des sirènes commencèrent à hurler, probablement leur renfort, répondant enfin à l'appel radio avorté. Chloé monta dans sa voiture, vérifiant l'heure. Elle arriverait encore à son rendez-vous avec Maître Roussel, maintenant avec encore plus de preuves du désespoir du service. « Les renforts arrivent » cria faiblement Martin. « Tu n'iras pas loin. » Chloé démarra son moteur. « Je ne fuis pas. Je serai au cabinet de mon avocate pour porter plainte pour agression contre vous deux. N'hésitez pas à envoyer d'autres agents. Nous ajouterons l'intimidation de témoins à la liste. » Elle s'éloigna en douceur, observant dans son rétroviseur le capot du véhicule de police libérer un autre nuage de vapeur. Le soleil du matin illumina la fumée, la faisant briller comme un signal. Qu'ils viennent, pensa-t-elle. Chaque attaque ne faisait que prouver leur corruption, jusqu'où ils iraient pour protéger leur pouvoir. Les sirènes devinrent plus fortes derrière elle, mais Chloé maintint exactement la limitation de vitesse. Son téléphone vibra. Maître Roussel avait reçu les images et préparait déjà des requêtes.
La ligne de dénonciation fédérale avait également répondu, demandant un entretien immédiat. La route s'étendait devant elle, déserte maintenant, à l'exception des voitures de police qui approchaient dans son rétroviseur. Leur attaque désespérée avait échoué, tout comme toutes les autres tentatives pour la faire taire. Plus important encore, ils avaient prouvé exactement ce qu'elle disait. Il ne s'agissait pas d'un contrôle routier ou de quelques mauvais agents. Il s'agissait d'un système si corrompu que ses membres tenteraient un meurtre en plein jour, confiant qu'ils ne subiraient aucune conséquence. Chloé vérifia son rétroviseur une dernière fois. Le véhicule de police fumant était à peine visible maintenant, mais elle pouvait imaginer Martin et Petit essayant d'expliquer ce désastre à leurs collègues qui arrivaient. Leur histoire ne correspondrait pas aux preuves vidéo. Leur carrière construite sur l'intimidation et la corruption s'effondrait enfin. Elle prit l'autoroute menant au cabinet de Maître Roussel, prête à ajouter cette dernière attaque à leur montagne croissante de preuves. Derrière elle, d'autres sirènes se joignirent au chœur. Le son d'un système corrompu dans ses derniers soubresauts, se déchaînant avec un désespoir croissant. La lumière du soleil inondait les fenêtres du bureau du centre-ville de Maître Roussel alors que Chloé étalait des impressions, des photos et des fichiers vidéo sur la table de conférence. Sa confrontation matinale avec Martin et Petit avait laissé sa veste poussiéreuse, mais elle n'avait pas pris le temps de se changer. Ces preuves devaient être organisées immédiatement. Ils deviennent plus audacieux, dit Maître Roussel en examinant les images fixes de l'attaque du véhicule de police. Tenter un meurtre en plein jour. Moreau doit être désespéré. Chloé hocha la tête, affichant les images du bar sur son ordinateur portable. Écoutez à nouveau cette partie. Elle lança un clip de la vantardise ivre de Bernard sur la connexion du juge Lambert à Moreau. L'audio était clair malgré le bruit de fond. C'est le chaînon manquant dont nous avions besoin, dit Maître Roussel en prenant des notes. Ça prouve que la corruption dépasse le service. Elle s'interrompit alors que quelqu'un frappait à la porte du bureau. Ce doit être notre contact fédéral. L'inspecteur Nicolas Leroy entra, son costume impeccable malgré la chaleur provençale. Il portait un épais dossier et arborait une expression de colère contenue. « Commandant Dubois, dit-il en lui tendant la main. J'ai passé la matinée à examiner vos preuves. Je m'excuse. Il a fallu une tentative de meurtre pour attirer notre attention. Appelez-moi Chloé, répondit-elle en scrutant son visage à la recherche de tout signe de loyauté envers le service. Elle n'en trouva aucun, juste une détermination professionnelle. J'ai ouvert une enquête officielle, dit Leroy en étalant ses propres dossiers. Votre documentation est exceptionnelle. Précision militaire dans les notes, angle de caméra multiples, chaîne de possession claire, il tapota les photos des blessures de son contrôle routier initial. Mais c'est le schéma qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas de la brutalité aléatoire. C'est systématique. Maître Roussel afficha plus de dossiers sur son ordinateur. Nous avons identifié des cas similaires remontant à 5 ans, tous impliquant le lieutenant Moreau ou des agents sous son commandement. Tous ciblant des conducteurs maghrébins, tous avec des preuves mystérieusement disparues. Sauf que cette fois, ajouta Chloé, ils ont choisi quelqu'un qui pouvait se défendre et savait comment tout documenter. Leroy hocha sombrement la tête. Mon équipe a visité le commissariat ce matin. La panique a été immédiate. Plusieurs agents ont soudainement demandé des congés. D'autres ont commencé à déchiqueter des dossiers jusqu'à ce que nous les arrêtions. Moreau était là. Demanda Maître Roussel. Il est parti dès qu'il a vu nos insignes, mais pas avant que nous n'ayons sécurisé les systèmes informatiques. Leroy ouvrit son dossier, révélant des captures d'écran de mes internes. Votre contrôle routier n'était pas spontané, commandant. Ils ont suivi votre véhicule pendant des jours, planifiant la confrontation. Moreau a personnellement sélectionné les agents impliqués. Chloé sentit sa mâchoire se contracter. Parce que je suis maghrébine et que je conduis une belle voiture? En partie, mais aussi parce qu'ils vous avaient observé rendre visite à votre mère. Ils ont supposé qu'avoir de la famille dans leur juridiction vous rendrait vulnérable à la pression. L'expression de Leroy se durcit. Ils ont utilisé des tactiques similaires auparavant, menaçant des proches pour forcer les victimes au silence. Pas cette fois, dit Chloé tranquillement, sa voix empreinte d'une certitude absolue. Le téléphone de Maître Roussel vibra. Elle le vérifia et fronça les sourcils. Moreau réagit déjà à la présence fédérale. Il a convoqué une conférence de presse d'urgence pour cet après-midi.
Laissez-moi deviner, dit Chloé. Plus d'affirmations sur mes problèmes d'agressivité militaire. Pire, répondit maître Roussel. Il essaie de vous faire passer pour une terroriste intérieure. Il dit que votre entraînement au combat fait de vous une menace pour la sécurité publique. Elle leur montra le communiqué de presse. Il demande aux autorités fédérales de vous arrêter, pas d'enquêter sur lui. Le roi secoua la tête. Déflexion classique. Mais ça ne marchera pas. Nous avons ces emails de service discutant de la manière de vous provoquer pour obtenir une réaction. Ils voulaient de la violence. Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que vous surviviez et que vous documentiez tout. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les preuves pour l'audience préliminaire. Le roi confirma que l'enquête fédérale aurait la priorité sur les accusations locales, neutralisant ainsi l'influence du juge Lambert. Chaque nouvelle preuve révélait une corruption plus profonde, rapports falsifiés, enregistrements de caméras embarquées manquants, campagne de harcèlement coordonnée contre d'autres victimes. L'attaque en bord de route ce matin était bâclée, nota le roi en regardant à nouveau la vidéo. Ils perdent pied, font des erreurs. Ce qui les rend plus dangereux, dit Chloé. Des hommes comme Moreau préféreraient tout détruire plutôt que de perdre le contrôle. L'assistante de maître Roussel les interrompit avec plus de nouvelles. Plusieurs adjoints avaient quitté leur poste, refusant de suivre les ordres de plus en plus erratiques de Moreau. D'autres appelaient la ligne de dénonciation fédérale, proposant de témoigner sur des années de mauvaise conduite. La ligne bleue se fissure, dit le roi. Une fois que les agents réalisent que des accusations fédérales sont possibles, la loyauté envers Moreau devient un handicap. Il n'acceptera pas ça, prévint maître Roussel. Toute son identité est construite sur le pouvoir, sur le fait d'être intouchable. Alors nous nous assurons que chaque attaque se retourne contre lui, dit Chloé fermement. Chaque menace devient une preuve. Chaque tentative de nous faire taire prouve notre cause. Ils se préparèrent pour l'audience préliminaire prévue pour la semaine suivante. Maître Roussel organisa les dépositions de témoins d'autres victimes. Le roi ajouta des accusations fédérales à la liste croissante de violations. Chloé fournit une analyse tactique de chaque confrontation, prouvant le schéma croissant de violence. Une préoccupation, dit le roi alors qu'il finissait. Moreau a encore des partisans dans le service. Il surveille vos déplacements, enregistre vos contacts. Tactique d'intimidation standard. Laissez-les regarder, répondit Chloé. Chaque tentative de surveillance est une autre violation des droits civiques à documenter. La réunion se conclut par une stratégie claire. Maître Roussel s'occuperait des procédures légales tandis que le roi étendrait l'enquête fédérale. Chloé continuerait de recueillir des preuves tout en maintenant sa posture défensive contre de nouvelles attaques. Restez sur vos gardes, conseilla le roi alors qu'il se préparait à partir. Moreau est du genre à prendre ça personnellement. Sa structure de pouvoir s'effondre et il le sait. Chloé rassembla ses dossiers, notant que les preuves remplissaient maintenant plusieurs boîtes. Chaque tentative de la faire taire n'avait fait que renforcer leur dossier. Les tactiques même destinées à protéger leur corruption l'exposaient au contraire. Maître Roussel l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Nous aurons besoin de vous demain pour préparer les dépositions. Mon équipe de sécurité peut vous escorter. Tout ira bien, l'assura Chloé. Ils ont appris que la confrontation directe ne fonctionne pas. L'ascenseur s'ouvrit sur le hall, ses murs en miroir reflétant son expression déterminée. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir clairement la rue. Une berline banalisée était garée de l'autre côté de l'intersection, ses occupants dissimulant mal leur surveillance. Chloé ajusta sa veste, vérifiant que son téléphone enregistrait toujours. Laissez-les regarder, pensa-t-elle. Laissez-les voir à quoi ressemble la vraie force. Chaque instant qu'ils passaient à la surveiller était un autre moment où leur système corrompu s'affaiblissait. Le désespoir du service devenait plus évident d'heure en heure. Leur pouvoir, construit sur des décennies d'autorité incontrôlée, faisait enfin face à de réelles conséquences. Et Chloé avait l'intention de voir ces conséquences jusqu'au bout. Les bancs en bois craquèrent sous le poids des spectateurs alors que Chloé entrait dans la salle d'audience bondée. Chaque siège était occupé, des gens se tenant contre le mur du fond. La nouvelle de l'implication fédérale avait attiré des journalistes, des militants des droits civiques et d'innombrables citoyens ayant subi des abus similaires. Maître Roussel marchait à ses côtés, sa mallette remplie de preuves. L'inspecteur Leroy était assis à une table séparée,
sa présence ajoutant un poids fédéral au débat. De l'autre côté de l'allée, le lieutenant Moreau et l'avocat de son service affichaient une fausse confiance. La juge Sandrine Fournier entra et la salle se leva. Contrairement au juge Pierre Lambert, qui s'était récusé après que ses liens avec Moreau aient été révélés, Fournier avait une réputation d'indépendance. Son expression ne révélait rien alors qu'elle examinait les requêtes du matin. « Nous commencerons par les preuves fédérales », annonça Fournier en faisant un signe de tête à l'inspecteur Leroy. Leroy s'approcha de l'estrade avec un enregistreur numérique et des transcriptions. « Votre honneur, lors de notre enquête sur les enregistrements de caméras embarquées manquants, nous avons récupéré l'audio de sauvegarde des microphones corporels des agents. La politique du service exige que ces enregistrements soient conservés pendant 90 jours. Ils ont été délibérément cachés dans une archive mal catégorisée. » Moreau s'agita sur sa chaise alors que Leroy connectait le système audio. Son avocat lui chuchota urgemment à l'oreille. Le premier enregistrement provient du microphone de l'adjoint Garnier, horodaté au moment du contrôle routier initial, expliqua Leroy. La salle d'audience devint silencieuse alors que la voix de Garnier remplissait l'espace. « Regarde-moi celle-là. Elle conduit la voiture de papa, je parie. Ces gens-là essaient toujours de frimer avec ce qu'ils n'ont pas mérité. » La voix de Bernard suivit. « Il est temps de leur apprendre le respect. Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas eu une bonne. » Les insultes racistes qui suivirent firent halter plusieurs spectateurs. L'enregistrement capta leurs pas qui approchaient, les ordres agressifs et, plus crucialement, leur discussion sur l'usage de la force avant même toute interaction. « Garnier, regarde ça. Je vais la faire suer. Bernard, fais juste attention à ne pas laisser de marque là où les caméras peuvent voir. Tu connais la musique. » Maître Roussel se leva. « Votre honneur, cela prouve la préméditation. Les agents prévoyaient d'utiliser une force excessive avant tout contact avec ma cliente. » L'avocat du service objecta, affirmant que les enregistrements auraient pu être modifiés. La juge Fournier rejeta immédiatement l'objection. Le laboratoire de police scientifique fédérale a authentifié ces enregistrements, déclara Leroy. Nous avons un audio continu provenant des appareils de plusieurs agents. Il lança un autre extrait, le moment où ils avaient sorti Chloé de son véhicule. Les bruits d'impact étaient clairs, ainsi que leurs commentaires moqueurs sur le fait de la remettre à sa place. L'enregistrement capta les avertissements calmes de Chloé, suivis du bourdonnement distinct du tasé de Garnier. Plusieurs jurés reculèrent visiblement face au langage et aux menaces des agents. Même l'expression neutre de la juge Fournier se fissura légèrement. L'accusation a inculpé le commandant Dubois d'agression sur agent et de résistance à l'arrestation, s'adressa maître Roussel au tribunal. Ces enregistrements prouvent qu'elle a agi en état de légitime défense contre une attaque orchestrée, motivée par un préjugé racial. Le visage de Moreau était devenu rouge vif. Ses mains agrippaient le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Leroy présenta plus de preuves. Des emails internes montrant le schéma du service de cibler les conducteurs maghrébins. Le témoignage d'agents qui avaient démissionné plutôt que de participer aux combines de Moreau. Des données prouvant la destruction systématique de preuves. Votre honneur, tenta l'avocat du service, ces enregistrements ont été obtenus sans. Ils ont été obtenus grâce au protocole d'enquête fédéral standard, le coupa la juge Fournier. Et ils révèlent une conduite profondément troublante de la part des forces de l'ordre. Chloé observait attentivement Moreau. Son sang-froid s'effritait. L'image d'autorité soigneusement construite qu'il avait maintenue pendant des décennies se dissolvait en temps réel. La juge Fournier examina à nouveau les transcriptions. Sur la base de ces preuves, je rejette les accusations d'agression sur un agent et de résistance à l'arrestation. Les actions du commandant Dubois constituent clairement de la légitime défense contre un usage excessif de la force et des violations des droits civiques. Une vague de chuchotements parcourut la salle d'audience. Moreau bondit sur ses pieds. « C'est n'importe quoi !» cria-t-il. « Elle a attaqué mes agents. On ne peut pas laisser ces gens. » Lieutenant Moreau. La voix de la juge Fournier claqua comme un fouet. Contrôlez-vous ou vous serez placé en détention pour outrage à la cour. Votre choix de mots est révélateur. Maître Roussel se leva. Votre honneur, étant donné les preuves claires de violation des droits civiques, nous demandons le rejet de toutes les accusations restantes contre ma cliente. Accordé, répondit Fournier sans hésitation. De plus,
je réfère cette affaire à la division des droits civiques du ministère de la Justice pour une enquête supplémentaire. La galerie éclata en murmures. Des années d'abus incontrôlés faisaient enfin face à des conséquences. Chloé resta calme, mais à l'intérieur, elle sentit le premier vrai soulagement depuis cette nuit sur la route. Moreau sortit en trombe, bousculant les journalistes. Son avocat le suivit, prenant déjà ses distances avec l'effondrement. Commandant, s'adressa la juge Fournier directement à elle. Je m'excuse pour l'épreuve que vous avez endurée. Ce tribunal a manqué à son devoir de protéger les citoyens contre l'abus de pouvoir. Chloé hocha respectueusement la tête. Merci, votre honneur. Après le départ de la juge, des sympathisants entourèrent Chloé et maître Roussel. Le roi les rejoignit, son expression habituellement sévère légèrement adoucie. Ce n'est que le début, dit-il tranquillement. L'enquête fédérale va se poursuivre. D'autres victimes se manifestent. Bien, répondit Chloé. Tout le système a besoin d'être exposé. Ils se frayèrent un chemin dans les couloirs du palais de justice, passant devant les caméras et les microphones. Maître Roussel s'occupa des questions de la presse pendant que Chloé se dirigeait d'un pas régulier vers la sortie. Le soleil de midi était chaud et purifiant alors qu'elle sortait. Pour la première fois depuis le contrôle routier, elle sentit le poids se lever. Pas complètement, il y aurait d'autres batailles à mener. Mais le vent avait tourné. La vérité perçait enfin à travers des décennies de silence et d'intimidation. Debout sur les marches du palais de justice, Chloé regarda les citoyens se rassembler, partageant les histoires de leurs propres rencontres avec les abus du service. Chaque personne qui prenait la parole ajoutait une autre fissure au mur d'impunité que Moreau avait construit. Maître Roussel la rejoignit à l'extérieur. La décision de la juge ouvre la porte à des poursuites civiles. D'autres victimes peuvent maintenant se manifester avec un précédent juridique solide. Chloé hocha la tête, sentant la brise chaude et regardant d'autres membres de la communauté arriver pour montrer leur soutien. Le pouvoir du système avait toujours dépendu de l'isolement, faisant en sorte que chaque victime se sente seule et impuissante. Cet isolement se brisait, remplacé par l'unité et la détermination. Le coucher de soleil projetait de longues ombres sur l'allée de Chloé alors qu'elle s'y engageait. Ses épaules se détendirent enfin après des semaines de tension. La victoire au palais de justice semblait substantielle, comme la première vraie fissure dans l'armure de Moreau. Elle prit sa veste et sa mallette, s'autorisant un petit sourire. À l'intérieur, elle enleva ses chaussures et se versa un verre d'eau, rejoignant les mots de la juge Fournier. La validation faisait du bien, mais plus important encore, elle ouvrait des portes pour que d'autres se manifestent. Peut-être que le système pouvait changer, même lentement. Son téléphone vibra, le numéro de sa mère s'affichant à l'écran. Mais ce n'était pas la voix de sa mère qui répondit. C'était sa voisine, Madame Taylor, parlant d'un ton paniqué. Chloé, ils sont là. 4 voitures de patrouille. Ils entrent dans la maison de ta maman en ce moment même. Le verre glissa de la main de Chloé, se brisant sur le carrelage de la cuisine. Quoi? Qui est là? Les services de gendarmerie. Ils parlent d'accusations d'obstruction, de falsification de preuves. Ta maman était juste assise sur son porche. Ils sont si brutaux avec elle. Chloé était déjà en mouvement, attrapant ses clés. Appelez le cabinet de maître Roussel. Dites-leur exactement ce qui se passe. J'arrive. Elle n'avait pas atteint sa voiture que son téléphone explosa de notifications. Alerte d'actualité, message texte, mention sur les réseaux sociaux, tous portant des variations du même titre, commandant des forces spéciales, son passé violent exposé. Question sur sa stabilité mentale. Ses mains devinrent froides alors qu'elle ouvrait le premier lien. Il y avait sa photo de service à côté de détails de missions soigneusement sélectionnés qui avaient été tordus pour la dépeindre comme instable et dangereuse. Des informations classifiées sur son travail de contre-terrorisme avaient été divulguées et délibérément déformées. L'article citait des sources anonymes du service la décrivant comme entraînée à des tactiques létales et potentiellement instables à cause du stress du combat. Ils avaient même déterré les noms des coéquipiers qu'elle avait perdus, utilisant leur mort pour suggérer qu'elle nourrissait des problèmes de rage profond. Son téléphone sonna de nouveau. Maître Roussel cette fois. Il vous crucifie sur toutes les chaînes, dit Maître Roussel sans préambule. Moreau doit avoir des relations dans le renseignement militaire. Cette fuite vient de haut. Ils ont ma mère. La voix de Chloé était tendue.
4 voitures de patrouille chez elle. Je sais. J'ai des gens qui y vont maintenant. Mais Chloé, c'est coordonné. Ils essaient de détruire votre crédibilité avant. Des coups bruyants à la porte les interrompirent. À travers sa fenêtre, Chloé vit des équipes de tournage s'assembler sur sa pelouse. Des camionnettes de presse se garaient en double file le long de sa rue tranquille. Ils sont là aussi, dit-elle à maître Roussel. N'engagez pas la conversation. Ne répondez à rien. Ils essaient de provoquer une réaction qu'ils pourront utiliser contre vous. Les coups devinrent des martèlements. Les flashs des appareils photo illuminaient ses fenêtres alors que les journalistes se pressaient contre les vitres, criant des questions. Commandant Dubois, est-il vrai que vous avez été renvoyé pour usage excessif de la force? Votre expérience du combat vous a-t-elle poussé à attaquer ces agents? Êtes-vous actuellement sous suivi psychiatrique? Chloé s'éloigna des fenêtres, son entraînement tactique prenant le dessus alors qu'elle évaluait les lignes de vue et les vulnérabilités. La maison semblait soudainement exposée, comme une cible sous un projecteur. Son téléphone s'alluma avec un autre appel. Madame Taylor de nouveau. Ils lui ont mis les menottes, Chloé. Ta maman pleure, mais ils ne me laissent pas l'approcher. Ils disent qu'elle a détruit des preuves, mais elle n'a rien fait. Les mains de Chloé se crispèrent. Est-ce qu'elle est blessée? Ils lui ont saisi les bras si brutalement. Elle n'arrêtait pas de demander ses médicaments pour le cœur, mais ils ne l'ont pas laissé les prendre. Restez avec elle si vous le pouvez. J'envoie mon avocate. Plus de coups à sa porte. Plus de questions criées. Son téléphone vibrait constamment d'alertes d'actualité, chaque titre pire que le précédent. Commandant décoré ou justicière dangereuse. La violence suit Dubois, un schéma d'incidents agressifs. Source, l'unité de Dubois a subi de lourdes pertes sous son commandement. Elle se déplaça dans sa maison qui s'assombrissait, éteignant les lumières pour qu'il soit plus difficile pour les caméras de voir à l'intérieur. Les questions des journalistes devinrent plus pointues, plus provocatrices. Perdre votre équipe vous a-t-il fait craquer? Les agents avaient-ils raison de craindre pour leur sécurité? Une personne avec votre entraînement devrait-elle être autorisée à vivre librement? Le téléphone de Chloé vibra avec un message de maître Roussel. Votre mère est en cours de traitement à la prison départementale. Moreau a signé lui-même le mandat. Je travaille sur la caution maintenant. Un autre message suivit. Attention. Ils vous dépeignent comme instable. Ils veulent que vous réagissiez mal. Ne leur donnez rien. Chloé s'effondra sur son canapé dans l'obscurité, sentant les murs se refermer sur elle. Tout ce qu'elle avait construit, chaque sacrifice qu'elle avait fait. Moreau transformait tout en munitions. Son service, ses pertes, son dévouement à la protection des autres. Il les avait transformés en armes contre elle. Les journalistes à l'extérieur continuaient de crier leurs questions conçues pour blesser. Avez-vous aimé blesser ces agents comme vous blessiez les combattants ennemis? Combien de personnes sont mortes sous votre commandement? Êtes-vous un danger pour le public? Elle pensa à sa mère, terrifiée et seule dans une cellule de prison, privée de ses médicaments. Pensa à ses coéquipiers, leur mémoire transformée en ragots de tabloïd. Pensa à chaque personne que Moreau avait jamais maltraitée, sachant qu'il se croyait intouchable. L'obscurité semblait lourde alors que Chloé restait assise, immobile, laissant la vérité s'installer dans sa poitrine. Le système ne s'arrêterait pas. Il continuerait à venir, à blesser les gens qu'elle aimait, à déformer la réalité jusqu'à ce qu'elle soit détruite. À moins qu'elle ne le détruise en premier. Les flashs des appareils photo continuaient à l'extérieur, illuminant son salon de sursaut violent. Mais Chloé les remarquait à peine maintenant. Son esprit basculait déjà, analysant les schémas et les faiblesses, identifiant les points de pression dans le réseau de corruption de Moreau. Elle avait essayé de jouer la défense, d'essayer de travailler au sein du système. Cette approche n'avait fait que mettre sa mère en prison et transformer son service en scandale. L'obscurité l'enveloppa comme une cape tactique alors qu'elle restait assise, absolument immobile, laissant la rage concentrer ses pensées en une précision froide. Elle avait déjà combattu le mal systémique. Elle savait comment démanteler les réseaux hostiles. Et elle n'avait jamais perdu quand la mission comptait vraiment. La lumière du soleil matinal traversait les stores de la chambre de Chloé, projetant des ombres zébrées sur ses murs nus. Elle n'avait pas dormi, n'avait même pas essayé.
La nuit avait été consacrée au traitement des informations, à la cartographie des connexions, à l'identification des points faibles du réseau de Moreau. Sa mère était toujours en détention, privée de caution sur des accusations manifestement forgées de toutes pièces. Le cirque médiatique continuait à l'extérieur, bien que la foule se soit réduite à seulement 2 camionnettes de presse persistantes. Leur présence n'avait plus d'importance. Elle avait fini de jouer la défense. Chloé suivit sa routine matinale avec une précision mécanique. Douche froide, barre protéinée, café noir. Son état d'esprit tactique s'était pleinement engagé, traitant cela comme n'importe quel autre réseau hostile à démanteler. Elle rangea ses dossiers de preuves dans une mallette sécurisée, enregistrement, horodatage, déposition de témoins, dossiers financiers qu'elle avait obtenus par des canaux parallèles. Les journalistes se redressèrent lorsqu'elle sortit de sa maison, mais elle ignora leurs questions criées. Leurs caméras la suivirent jusqu'à son 4x4, désespérée d'obtenir une réaction qu'ils pourraient déformer en controverse. Elle ne leur donna rien. 20 minutes plus tard, elle entra dans le cabinet de Maître Roussel. L'avocate était déjà là avec l'inspecteur Leroy, tous deux l'air grave en regardant un reportage du matin sur le passé militaire troublé de Chloé. Il pousse vraiment l'angle de la vétérane instable, dit Maître Roussel en coupant le son de la télé. Votre mère est toujours détenue sans. Je sais où cela mène, interrompit Chloé en posant sa mallette sur le bureau. Moreau continuera l'escalade jusqu'à ce que quelqu'un meure. Alors, nous y mettons fin en premier. Elle sortit ses dossiers, les étalant sur le bureau de Maître Roussel en rangée précise. Société privée de gestion pénitentiaire affichant des pics de profit massifs chaque fois que le service de Moreau mène des périodes d'application spéciales. Quota de contrôle routier ciblant des quartiers spécifiques. Schéma de pot de vin déguisé en honoraires de consultation. Leroy prit l'un des documents, les sourcils haussés. Comment avez-vous obtenu ces dossiers financiers? J'ai des contacts qui me devaient des faveurs. Tout est authentifié. Chloé tapota un autre dossier. 3 ans d'enregistrement de caméras embarquées que Moreau prétendait avoir accidentellement effacées. Sauvegardées sur des serveurs privés. Il montre un schéma clair de harcèlement ciblé et de force excessive. Maître Roussel se pencha en avant. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Mais c'est aussi incroyablement dangereux. Ces sociétés ont une influence politique sérieuse. Elles ont aussi une sérieuse trace écrite, dit Chloé. Nom, date, montant. Assez pour déclencher plusieurs enquêtes fédérales. Elle se tourna vers le roi. C'est là que vous intervenez. L'inspecteur hocha lentement la tête, parcourant toujours les documents. Ce niveau de coordination entre les forces de l'ordre et les prisons privées. C'est de la corruption systémique. Mais Chloé, si nous agissons sur ce point, ils n'essaieront pas seulement de vous discréditer. Ils essaieront de vous éliminer. Ils le font déjà. La voix de Chloé était d'acier. Mais maintenant nous avons la preuve du pourquoi. Montrez-leur combien d'argent ils se font sur de fausses arrestations. Montrez-leur les schémas de pots de vin. Montrez-leur tout. Maître Roussel étala plus de dossiers, son esprit juridique construisant déjà des affaires. Nous aurons besoin de protection pour les témoins. Plusieurs de ces agents pourraient parler s'ils bénéficient d'une immunité. Déjà géré, dit le roi. J'ai une équipe d'intervention en attente. Mais le timing est crucial. Si Moreau réalise que nous avons tout ça, il brûlera tout et s'enfuira. Point, c'est pourquoi nous le provoquons en premier, termina Chloé. Le faire réagir sans réfléchir. Elle sortit un dernier dossier. Des photos de surveillance montrant Moreau rencontrant des dirigeants de prison dans des lieux privés. Il est déjà paranoïaque. Quand celles-ci sortiront dans les médias, il supposera que quelqu'un de son entourage l'a trahi. Il fera des erreurs. Maître Roussel avait l'air inquiète. Il deviendra aussi plus dangereux. Vous menacez littéralement toute sa structure de pouvoir. Bien. La voix de Chloé était froide. Laissez-le se sentir menacé. Laissez-le rassembler ses sbires les plus fidèles. Laissez-le penser qu'il peut encore résoudre ça par la force. Elle vérifia sa montre. En fait, il est probablement déjà en train de planifier quelque chose. Le roi se redressa. Vous pensez qu'il va agir directement contre vous? J'y compte. Mais cette fois, nous contrôlons où et quand. Chloé pointa une carte montrant une fourrière désaffectée à la périphérie de la ville.
C'est isolé. Pas de civils, des voies de fuite limitées, et notre surveillance montre que ses adjoints l'utilisent pour des réunions non autorisées. L'endroit parfait pour une embuscade, dit le roi d'un ton sombre. Exactement. Donc, nous divulguons ma position par ces informateurs. Laissez-le penser qu'il a une dernière chance de me faire taire avant que ces dossiers ne deviennent publics. Les yeux de Chloé étaient concentrés et mortels. Il amènera tous ceux qui sont compromis. Tous ceux qui ne peuvent pas se permettre une enquête. Maître Roussel secoua la tête. C'est incroyablement risqué. Même avec votre entraînement. C'est nécessaire, coupa Chloé. Nous avons besoin de tous au même endroit. Commettant un dernier acte criminel que nous pouvons documenter. Une preuve nette et claire de complot. Le roi l'étudia un long moment. Vous parlez de vous utiliser comme appât. Je parle de mettre fin à cela complètement. Elle croisa son regard. Votre équipe d'intervention ne peut pas bouger tant que nous n'avons pas la preuve absolue de l'intention criminelle. Je vous obtiendrai cette preuve. Ils passèrent les heures suivantes à affiner le plan. Maître Roussel se coordonna avec des journalistes de confiance pour préparer la révélation financière. Le roi positionna des équipes de surveillance. Chloé les guida à travers des scénarios tactiques, des points d'entrée, des réactions probables. Le soleil traversa le ciel pendant qu'il travaillait. Chloé gardait un œil sur son téléphone, guettant des nouvelles de sa mère. La prison refusait toujours les visites, invoquant des raisons de sécurité. En fin d'après-midi, leurs sources confirmèrent des mouvements dans le camp de Moreau. Des adjoints étaient contactés discrètement. Des véhicules étaient déplacés vers la fourrière. Le piège se mettait en place exactement comme Chloé l'avait prédit. La nuit tomba alors qu'elle se garait à un pâté de maison du terrain. À travers son pare-brise, elle pouvait voir plusieurs véhicules déjà rassemblés à l'intérieur de la clôture. D'autres phares approchaient par les rues adjacentes. Moreau assemblait sa force. Chloé vérifia son téléphone une dernière fois. Un message de le roi. Surveillance en position. Encore temps d'attendre des renforts. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle sortit dans l'air frais de la nuit, ses bottes silencieuses sur le trottoir fissuré. La clôture en grillage de la fourrière claqua doucement dans la brise. Au-delà, des silhouettes sombres se déplaçaient entre les voitures garées et les conteneurs de stockage. Elle pouvait entendre leurs voix marmonner, les sons métalliques des armes vérifiées. Moreau rassemblait tous ceux qui étaient compromis, tous ceux qui avaient participé à sa corruption, exactement comme elle l'avait prévu. À l'intérieur de la fourrière faiblement éclairée, Chloé marchait d'un pas régulier à travers des flaques d'ombre projetées par les lumières de sécurité. Moreau se tenait au centre d'un cercle lâche. Près d'une douzaine d'adjoints étaient répartis autour de lui. L'air était épais de tension et de l'odeur métallique de vieilles voitures. « Tu n'as pas pu laisser tomber », lança Moreau, sa voix résonnant sur les murs des conteneurs. « Tu as dû continuer à pousser jusqu'à ce que tu nous forces la main. » Chloé balaya son environnement avec une efficacité experte. Des conteneurs d'expédition empilés créaient des canyons urbains. Des véhicules rouillés se tenaient comme des témoins silencieux. Des outils et des chaînes jonchaient le béton taché d'huile. Chaque élément du terrain était une arme ou un bouclier potentiel. « Personne ne part d'ici avant qu'on ne s'en soit occupé », annonça Moreau à ses hommes. Définitivement. Les adjoints s'agitèrent nerveusement, vérifiant leurs armes. Certains tenaient des matraques ou des morceaux de tuyaux. D'autres serraient de lourdes chaînes. Quelques-uns avaient les mains planant près de leurs armes de service. Leur souffle formait des nuages dans l'air froid de la nuit. « Dernière chance de partir », dit Chloé calmement. « Quiconque part maintenant reste en dehors de la liste des inculpés. » Un jeune adjoint, à peine plus qu'une recrue, fit un pas incertain en arrière. Moreau se tourna vers lui. « Tu bouges, ta carrière est finie », siffla-t-il. « Tous ceux qui sont ici sont engagés. Pas de retour en arrière. » L'adjoint se figea, la peur visible même dans la pénombre. Chloé nota sa position. Il hésiterait dans le combat, créant une brèche dans leur cercle. « Prenez-la », ordonna Moreau. Le premier adjoint chargea, faisant tournoyer une lourde chaîne. Chloé entra dans son arc de cercle avec une grâce fluide, attrapa son poignet et le tordit. La chaîne tomba sur le sol alors qu'il s'effondrait en criant de douleur. Elle l'envoya valser dans l'obscurité d'un coup de pied. Cela brisa la tension.
Les adjoints se ruèrent sur elle sous plusieurs angles, armes levées. Chloé se déplaça comme de l'eau, chaque mouvement s'enchaînant au suivant. Un coup de matraque siffla près de sa tête alors qu'elle esquivait. Elle attrapa le bras de l'attaquant, utilisant son élan pour le projeter sur deux autres. Le métal résonna contre le métal alors qu'un tuyau heurtait le conteneur derrière elle. Chloé pivota, enfonça son coude dans le plexus solaire de l'adjoint, puis se poussa sur lui pour éviter une chaîne qui visait ses jambes. Le combat s'étendit. Les adjoints se dispersant pour l'encercler. Chloé recula vers un conteneur de stockage, analysant les angles et les distances. 3 adjoints s'approchèrent de front, essayant de la coincer. Au lieu de battre en retraite, elle posa un pied sur le côté du conteneur, se propulsa vers le haut et attrapa le bord. D'un mouvement fluide, elle se hissa sur le toit, prenant le dessus. « Ne la laissez pas rester là-haut !» cria Moreau. « Descendez-la !» 2 adjoints grimpèrent de part et d'autre du conteneur. Chloé attendit qu'ils soient engagés dans leur ascension, puis piétina durement les doigts de l'un d'eux. Il tomba en arrière avec un cri. L'autre réussit à poser une main sur le dessus. Elle attrapa son poignet et le tira vers l'avant, l'envoyant rouler sur la surface du conteneur. En bas, les adjoints tournaient comme des loups, cherchant des angles d'attaque. Certains essayèrent de lancer des outils et des débris. Chloé esquiva une clé à molette, la laissant s'écraser derrière elle. L'élévation lui donnait de précieuses secondes pour étudier leur positionnement. Moreau avait reculé, coordonnant l'assaut. 4 adjoints gardaient les coins du conteneur. 3 autres s'étaient répartis avec des chaînes et des tuyaux, prêts à frapper si elle descendait. La recrue restait en retrait, clairement incertaine. Un adjoint avec une matraque réussit à grimper par derrière. Chloé entendit ses bottes sur le métal et pivota. Il frappa sauvagement, déséquilibré sur la surface inégale. Elle bloqua avec son avant-bras, immobilisa son bras armé et utilisa son élan vers l'avant pour le jeter du conteneur. Il s'écrasa sur 2 autres en bas. « Utilisez vos armes à feu !» hurla Moreau, perdant son sang-froid. Le son de plusieurs étuis s'ouvrant résonna dans la fourrière. Chloé était déjà en mouvement. Elle courut le long du bord du conteneur alors que les premiers coups de feu éclataient. Des balles ricochaient sur le métal. Au coin, elle attrapa une chaîne suspendue et se balança vers le bas, mettant le conteneur entre elle et les adjoints armés. Dans l'ombre en dessous, elle trouva la chaîne qu'elle avait repoussée plus tôt. Enroulant une extrémité autour de son poing, elle attendit que des bruits de bottes s'approchent des 2 côtés. Les adjoints se déplaçaient plus prudemment maintenant, coordonnant leurs attaques. Une matraque fut enfoncée dans l'obscurité, essayant de la débusquer. Chloé l'attrapa avec la chaîne, tira fort et désarma son propriétaire. Un autre adjoint plongea sous le conteneur avec un tuyau levé. Elle redirigea sa frappe dans le métal au-dessus, l'impact engourdissant ses mains. Des cris et des jurons emplirent l'air alors que d'autres adjoints convergeaient. Chloé sortit de sa couverture en roulant, la chaîne fouettant pour emmêler les jambes d'un adjoint. Il bascula en avant alors qu'elle se relevait, l'utilisant comme bouclier contre les autres. Quand 2 se ruèrent sur elle ensemble, elle poussa son captif contre eux et s'éloigna en tournoyant. Le combat se déplaça à travers des flaques de lumière et d'ombre. Chloé bougeait constamment, ne les laissant jamais la coincer. Elle utilisait le terrain sans pitié, projetant les attaquants contre les conteneurs, les faisant trébucher sur des débris, les forçant à se regrouper dans des espaces étroits où ils se gênaient mutuellement. La recrue trouva finalement son courage et chargea avec un morceau de tuyau. Chloé le désarma presque gentiment, puis le repoussa. « Reste à terre », conseilla-t-elle. « Ce n'est pas ton combat. » Il recula en rampant, les yeux écarquillés de peur et de soulagement. Moreau criait tout seul, essayant de coordonner ses forces restantes. La moitié de ses adjoints étaient déjà à terre, soignant des os cassés, des articulations tordues, ou simplement peu enclins à se relever. Les autres hésitaient, leur confiance brisée. Chloé sauta sur une voiture accidentée, les chaînes toujours serrées dans une main. 2 adjoints se précipitèrent sur sa position depuis des côtés opposés. Elle bascula entre eux juste au moment où ils frappaient, leurs armes passant dans le vide là où elles se trouvaient. Ses bottes heurtèrent le béton alors que leur élan les emportait vers l'avant et que leurs armes entraient en collision avec une force brutale, faisant chanceler les 2 adjoints. Chloé leur faucha les jambes avec une rotation basse, les laissant gémir sur le béton. Elle se releva en roulant au centre de la fourrière, où des projecteurs vacillants projetaient des ombres changeantes sur 8 adjoints restants.
Formez les rangs. Beugla Moreau de derrière ses hommes. Ne la laissez pas vous éliminer un par un. Les adjoints se mirent en un demi-cercle lâche, brandissant un assortiment d'armes. 2 tenaient des pistolets de service en position basse. 3 serraient des tuyaux métalliques ou des matraques. Une autre paire avait de lourdes chaînes, et un autre tenait une barre d'armature arrachée à des débris de construction. La respiration de Chloé était régulière malgré l'effort. Ses yeux suivaient chaque adversaire, mesurant les distances et les angles. Un rétroviseur cassé d'une voiture accidentée brillait à ses pieds. Elle le projeta en l'air d'un coup de pied désinvolte, l'attrapant par le support en plastique. Dernier avertissement, lança-t-elle. Lâchez vos armes et partez. Un adjoint avec un pistolet tira sans avertissement. Chloé était déjà en mouvement, le miroir s'élevant pour capter l'éclair de la bouche du canon. La balle ricocha sur le verre, se fragmentant sans danger. Avant qu'il ne puisse ajuster sa visée, elle lança l'éclat de miroir comme une étoile de jet. Il lui trancha la main, lui faisant lâcher l'arme avec un cri. 2 adjoints maniant des chaînes attaquèrent de côtés opposés, essayant de lui emmêler les membres. Chloé se laissa tomber et roula alors que les maillons de métal sifflaient au-dessus de sa tête. Elle se releva avec une barre d'armature, bloqua une chaîne et immobilisa l'autre au sol. Une traction sèche déséquilibra les 2 adjoints. « Derrière toi !» cria Moreau. Une matraque visa sa tête. Chloé leva la barre d'armature en un blocage précis. L'impact brisa la matraque en bois, envoyant des éclats voler. Elle inversa sa prise et enfonça l'extrémité de la barre dans la poitrine de l'adjoint, le repoussant, haletant. Le deuxième tireur essaya de tourner pour avoir un tir clair. Chloé attrapa l'adjoint le plus proche et le projeta à travers le pare-brise d'une voiture. Le verre explosa vers l'extérieur, forçant le tireur à se protéger les yeux. Elle combla la distance en une fraction de seconde, lui arracha son arme et lui brisa la crosse sur la mâchoire. « Elle n'est pas humaine !» cria quelqu'un. « La ferme et bats-toi !» rugit Moreau. Les adjoints restants attaquèrent comme un seul homme, le désespoir les rendant imprudents. Chloé se déplaça à travers leur assaut comme l'eau contourne les rochers. Un tuyau effleura son épaule. Elle l'attrapa, le tordit et envoya son porteur s'étaler. Une chaîne s'enroula autour de son avant-bras. Elle tira son propriétaire dans un coup de genou qui le laissa nauséeux. Chaque mouvement était précis, contrôlé, mais implacable. Elle utilisa leurs propres armes contre eux, transforma leurs attaques en ouverture. Un adjoint frappa haut avec la barre d'armature. Elle esquiva en dessous, attrapa son poignet et guida la barre de métal dans le genou d'un autre attaquant. Les 2 tombèrent en hurlant. Le combat s'étendit à travers la fourrière alors que les adjoints reculaient, tentaient de se regrouper, puis chargeaient à nouveau. Chloé ne restait jamais immobile, utilisant le terrain pour contrôler les distances d'engagement. Elle sauta par-dessus un capot quand ils essayèrent de l'encercler, prit appui sur un mur de conteneur pour éviter un coup de chaîne sauvage, roula sous un coup de tuyau pour faucher les jambes d'un autre adjoint. La sueur brillait sur sa peau, mais sa respiration restait mesurée. Les adjoints haletaient, jurant d'efforts et de douleur. Leurs attaques devinrent plus sauvages, moins coordonnées. La peur remplaça la colère dans leurs yeux alors qu'elles démantelaient systématiquement leur avantage numérique. Un adjoint se rua sur elle avec un morceau de tuyau. Chloé l'intercepta en plein vol, le lui arracha et le mit à terre avec sa propre arme. Un autre tenta de la plaquer par derrière. Elle utilisa son élan pour le projeter dans une pile de pneus. Il atterrit dans un enchevêtrement de caoutchouc, luttant pour se relever. Les adjoints restants commencèrent à reculer, cherchant des ordres de Moreau. Leur lieutenant se tenait rigide de fureur, regardant son équipe d'élite s'effondrer. Des années d'autorité incontestée s'écroulaient avec chaque agent vaincu. 2 adjoints tentèrent une attaque coordonnée, l'un haut et l'un bas. Chloé synchronisa sa réponse parfaitement. Elle attrapa la frappe haute, la redirigea vers l'attaquant bas, puis mit les 2 à terre avec des frappes rapides sur des points vulnérables. Ils s'effondrèrent, serrant des articulations et des muscles meurtris. Un autre adjoint chargea avec un rugissement, faisant tournoyer une lourde chaîne. Chloé entra à l'intérieur de sa garde, bloqua son bras contre son corps et délivra 3 coups précis sur des plexus nerveux. La chaîne glissa de ses doigts inertes alors qu'il tombait à genoux. Le dernier adjoint debout, celui qui avait tiré en premier, récupéra son pistolet tombé. Sa main tremblait alors qu'il le levait. Chloé était déjà en mouvement.
Elle combla la distance avant qu'il ne puisse viser, immobilisa son bras armé et appliqua une pression prudente sur son poignet. L'arme tomba sur le sol alors que les tendons s'étiraient jusqu'à leur limite. « S'il vous plaît, Altateil. » Ne. Elle le relâcha avec une petite poussée. Il recula en trébuchant, puis se tourna et courut dans l'obscurité au-delà des projecteurs. Le son de ses bottes s'estompa dans la nuit. Chloé se tenait au centre de la fourrière, entourée d'adjoints gémissants et vaincus. Certains serraient des membres blessés. D'autres gisaient immobiles, conscients mais peu enclins à se relever. Le sol était jonché d'armes tombées, chaînes, tuyaux, matraques cassées et débris épars. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration régulière alors qu'elle contemplait la scène. Malgré le combat intense, ses mouvements restaient fluides, contrôlés. Elle s'était battue avec précision plutôt qu'avec colère, démantelant leur assaut avec une efficacité tactique. Les projecteurs bourdonnaient au-dessus, projetant des ombres dures sur le champ de bataille. Dans leur lueur instable, Moreau se tenait seul, son visage tordu de rage et de peur alors qu'il serrait un tuyau d'acier dans ses mains aux jointures blanches. L'arme tremblait légèrement, trahissant sa terreur alors qu'il faisait face à la femme qui venait de vaincre toute son équipe. Moreau poussa un rugissement animal et chargea, le tuyau d'acier sifflant dans l'air en coups sauvages et désespérés. Son visage était déformé par la rage et la peur, de la salive volant alors qu'il hurlait de manière incohérente. Les projecteurs captèrent le faible éclat du métal alors qu'il se dirigeait vers la tête de Chloé. Elle déplaça légèrement son poids, laissant le tuyau passer à quelques centimètres de son visage. La brise de son passage effleura à peine ses cheveux. Moreau trébucha en avant, déséquilibré par son propre élan et sa fureur. « Reste tranquille et bats-toi » beugla-t-il en se redressant pour un autre coup. Chloé resta centrée, suivant ses mouvements avec une aisance experte. « C'est fini, lieutenant. Lâchez ça. » Il répondit par un autre assaut sauvage, le tuyau décrivant des arcs violents dans l'air. Chaque coup devenait plus erratique que le précédent, sa technique se dégradant en pur désespoir. Chloé se faufila à travers les attaques, ses mouvements économiques et précis. « Tu as tout gâché !» hurla Moreau. Le tuyau s'écrasa contre un conteneur voisin alors qu'elle faisait un pas de côté, envoyant des échos métalliques à travers la fourrière. Des années de contrôle, de respect. Tout ça partit à cause de toi. Du respect ? La voix de Chloé resta égale malgré la danse mortelle. Vous voulez dire de la peur ? C'est tout ce que vous avez jamais eu. Il balança le tuyau dans une frappe horizontale vicieuse. Cette fois, au lieu d'esquiver, Chloé entra dans sa garde. Son avant-bras intercepta le tuyau en plein vol, le bloquant contre son corps. L'impact fut brutal, mais sa technique absorba la force parfaitement. Moreau tenta d'arracher l'arme, mais Chloé avait déjà assuré sa prise. Elle déplaça son poids, appliquant une pression ciblée avec son avant-bras appuyé contre la longueur du tuyau. Le métal gémit, puis se brisa avec un craquement sec qui résonna sur les conteneurs environnants. Avant que Moreau ne puisse lâcher son extrémité, Chloé enchaîna avec une clé articulaire. Ses mains trouvèrent des points de pression précis alors qu'elle contrôlait son poignet et son coude. Il essaya de résister, mais la physique et l'effet de levier étaient absolus. Non, commença-t-il à dire. Chloé acheva le mouvement. Il y eut un bruit de succion humide alors que son coude se disloquait, suivi d'un craquement distinct lorsque le bras se cassa net. Le cri de Moreau déchira l'air nocturne. Il tomba à genoux, berçant son bras ruiné. Espèce de folle. Suffoqua-t-il à travers des dents serrées. Je réfléchirai attentivement à vos prochains mots, dit Chloé tranquillement. Elle maintint la clé articulaire d'une main, s'assurant qu'il reste à terre. Les agents fédéraux enregistrent tout maintenant. La tête de Moreau se redressa brusquement. À travers la sueur de douleur sur son visage, elle vit le moment où il remarqua les nouveaux arrivants. L'inspecteur Leroy se tenait à l'entrée de la fourrière avec plusieurs agents fédéraux, leurs armes dégainées. Plus important encore, plusieurs caméras et appareils d'enregistrement étaient pointés directement sur la scène. C'est votre seule chance, continua Chloé, appliquant une pression subtile pour lui rappeler sa position. Avouez tout. La mise en scène du contrôle routier, la falsification des preuves, la coordination avec les prisons privées, tout. Je ne sais pas de quoi vous. Il s'interrompit avec un hoquet de douleur alors qu'elle déplaçait légèrement sa prise. Mauvaise réponse. Sa voix resta stable.
Commençons par les enregistrements de caméras embarquées que vous avez effacés. Expliquez-nous exactement comment cela s'est passé. Moreau essaya de se tortiller pour se libérer, mais la clé articulaire était absolue. La sueur coulait sur son visage alors qu'il regardait frénétiquement entre Chloé et les agents fédéraux qui avançaient. Sa résistance s'effondra. Très bien, cracha-t-il. J'ai ordonné l'effacement des enregistrements. J'ai demandé à un technicien d'effacer tout le système pour couvrir nos traces. Et la raison du contrôle initial? Son rire était amer, teinté de douleur. On les cible tous. N'importe quel maghrébin dans une belle voiture est arrêté, fouillé, inculpé si possible. Ça maintient les établissements privés pleins. Ça fait couler les pots de vin. Qui d'autre est impliqué? Lança le roi en s'approchant, enregistreur tendu. La moitié du service. Le juge Lambert. Le procureur. Les mots de Moreau sortaient maintenant en cascade, son sang-froid brisé. Ils prennent tous leur part. On fait ça depuis des années. Chloé maintint la prise alors que le roi se rapprochait, documentant chaque détail autour d'eux. Les agents fédéraux sécurisaient les adjoints conscients, lisant leurs droits et passant les menottes. Des équipes médicales commencèrent à arriver pour soigner les agents plus sérieusement blessés. Et ma mère? Demanda Chloé tranquillement. L'arrestation bidon? Une assurance? Moreau grimaça. On pensait pouvoir vous faire pression pour que vous lâchiez l'affaire. On aurait dû mieux savoir. On aurait dû voir ce que vous étiez quand vous avez mis mes hommes à terre le premier jour. Des gyrophares rouges et bleus commencèrent à balayer la fourrière alors que d'autres véhicules de police arrivaient. Les couleurs clignotantes peignaient des motifs surréalistes sur les armes éparpillées et les adjoints tombaient. Les équipes de la police scientifique entrèrent, photographiant et documentant la scène. Ça suffira pour l'instant, dit le roi en arrêtant l'enregistrement. Il fit un signe de tête aux agents voisins. Emmenez-le. 2 agents fédéraux s'approchèrent avec des menottes. Chloé relâcha la clé articulaire en douceur, reculant alors qu'il sécurisait Moreau. Il chancela sur ses genoux, pâle et en sueur, pendant qu'il lui récitait ses droits. Ce n'est pas fini, siffla-t-il alors qu'il le relevait. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous. En fait, dit le roi, nous avons exactement ce dont nous avons besoin. Vos aveux, plus les preuves que nous avons recueillies. Tout votre réseau est fini. Ils commencèrent à emmener Moreau. Son sang-froid se brisa complètement alors que la réalité de sa situation le frappait. Il se mit à crier, lançant des menaces et des obscénités qui résonnèrent sur les conteneurs. Chloé resta immobile, regardant alors qu'il le traînait vers un véhicule en attente. Les gyrophares projetaient des ombres alternées sur son visage. Elle resta silencieuse, son expression neutre alors que les cris de Moreau s'estompaient dans la nuit. Autour d'elle, la fourrière s'était transformée en une véritable scène de crime. Des marqueurs de preuves parsemaient le sol. Des photographes documentaient les adjoints tombés et les armes éparpillées. Les agents fédéraux se déplaçaient avec détermination, sécurisant les suspects et recueillant des témoignages. Le système corrompu que Moreau avait construit était démantelé pièce par pièce sous les lumières clignotantes. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du bâtiment fédéral, projetant de longues ombres sur le sol poli. Chloé était assise dans le bureau de l'inspecteur Leroy, une tasse de café intacte refroidissant sur le bureau devant elle. Maître Valérie Roussel était assise à côté d'elle, des papiers juridiques étalés sur ses genoux, tandis que le roi s'appuyait contre son bureau avec une expression satisfaite. Les dominos tombent vite, dit le roi en brandissant un nouveau rapport. Les aveux de Moreau ont ouvert les vannes. Les adjoints se dénoncent les uns les autres. Tout le monde essaie de négocier un accord avant qu'il ne soit trop tard. Maître Roussel hocha la tête en feuilletant ses documents. Les preuves sont accablantes. Moreau, Garnier et Bernard font face à de multiples violations des droits civiques fédéraux. Les accusations de complot à elles seules entraînent des décennies de prison. Et les autres? Demanda Chloé, sa voix stable. Le procureur a présenté sa démission ce matin, répondit le roi. Il n'a même pas essayé de se battre. Le juge Lambert est sous enquête du Conseil de la magistrature. Toute la structure de commandement de la gendarmerie est en cours de démantèlement. Chloé prit une lente inspiration, traitant les changements rapides. Il y a quelques jours à peine, ces hommes semblaient intouchables, protégés par leurs insignes et un système corrompu.
Maintenant, ils tombaient comme des cartes à jouer dans un grand vent. Les papiers de libération de votre mère ont été traités il y a 1 heure, ajouta doucement maître Roussel. Toutes les charges ont été effacées. Le département parle déjà d'un accord à l'amiable pour éviter un procès. Un nœud serré dans la poitrine de Chloé commença enfin à se desserrer. La fausse arrestation de sa mère avait été la partie la plus cruelle des représailles de Moreau. Comment se présente la restructuration? La police fédérale supervise une refonte complète, expliqua le roi. Nouvelle direction, nouveau protocole de formation, comité de surveillance externe. Ils utilisent ce cas comme modèle pour réformer d'autres services à problème. Il afficha un site d'information sur son écran d'ordinateur, le tournant pour que Chloé puisse voir. Les titres contrastaient vivement avec la campagne de diffamation de quelques jours auparavant. Une commandant des forces spéciales expose la corruption policière. Une vétérane héroïque s'oppose à l'abus systémique. Des agents corrompus font face à des accusations fédérales. L'opinion publique a complètement basculé, dit maître Roussel. Vous êtes salué comme une lanceuse d'alerte qui a exposé des décennies de racisme institutionnel et d'abus de pouvoir. Les gens réclament des réformes nationales basées sur votre expérience. Chloé parcourut les articles, voyant sa propre histoire se refléter sous un nouveau jour. La vérité avait enfin percé le mur de mensonges que Moreau avait construit. C'est en fait pour cela que nous vous avons appelé aujourd'hui, dit le roi en se redressant. Le ministère de la Justice forme un groupe de travail spécial pour examiner et réformer les normes d'usage de la force à travers le pays. Ils veulent que vous le dirigiez. Chloé leva brusquement les yeux. Moi? Maître Roussel sourit. Qui de mieux? Vous avez l'expérience militaire, l'expertise tactique, et maintenant une expérience de première main de l'abus de pouvoir policier. Vous pouvez parler aux deux côtés de l'équation. Votre perspective unique pourrait aider à remodeler la façon dont les forces de l'ordre abordent la résolution des conflits, ajouta le roi. Aider à empêcher d'autres services de devenir ce que Moreau a créé ici. Chloé se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Le soleil du matin illuminait le vert des bâtiments lointains, les faisant briller comme des phares. Elle pensa à cette nuit sur la route où 2 voitures de patrouille l'avaient ciblée simplement parce qu'elle était maghrébine dans un véhicule cher. Combien d'autres avaient subi des abus similaires sans son entraînement et ses ressources pour se défendre? Le poste vous donnerait une véritable autorité pour mettre en œuvre des changements, continua maître Roussel. Établir de nouvelles normes de formation, mettre en place des mesures de responsabilisation, créer des systèmes de surveillance appropriés. Vous pourriez aider à garantir que personne d'autre n'ait à vivre ce que vous et votre mère avez vécu, dit le roi tranquillement. Chloé se retourna pour leur faire face. Son expression était résolue. Quand ont-ils besoin d'une réponse? Ils annoncent le groupe de travail la semaine prochaine, répondit le roi. Mais ils sont prêts à vous attendre si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Je n'en ai pas besoin, dit fermement Chloé. C'est exactement le type de mission pour laquelle je suis entraîné. Identifier les menaces, développer des contre-mesures, protéger les civils. Le champ de bataille a simplement changé. Maître Roussel rayonnait. J'espérais que vous diriez ça. J'ai déjà les papiers prêts. Ils passèrent l'heure suivante à examiner des documents et à discuter des priorités initiales. La portée du groupe de travail était ambitieuse, mais Chloé se sentait stimulée par le défi. C'était une chance de créer un changement durable. Alors qu'il concluait la réunion, le téléphone de le roi vibra. Il vérifia le message et sourit. L'enregistrement de votre mère est terminé. Elle attend dans le hall. Chloé rassembla rapidement ses affaires. Ils prirent l'ascenseur tous les 3, émergeant dans le hall de marbre lumineux où Monique Dubois attendait. Le visage de sa mère s'illumina à la vue de sa fille. Elles s'étreignirent fermement, sans parler pendant un long moment. Quand elles se séparèrent, les 2 femmes avaient des larmes aux yeux. Prête à rentrer à la maison? Demanda doucement Chloé. Sa mère lui serra la main. Plus que prête. Elles traversèrent ensemble les portes tournantes du hall, émergeant sur les marches du palais de justice. L'air du matin était vif et pur, porteur de la promesse du printemps. Des équipes de télévision s'étaient rassemblées, mais elles gardaient une distance respectueuse, laissant à la mère et à la fille leur moment de paix. Chloé prit une profonde inspiration, sentant le poids des dernières semaines se lever enfin de ses épaules. La tempête était passée.
Le système corrompu qui les avait ciblés était en cours de démantèlement. Plus important encore, elle avait maintenant l'opportunité d'empêcher que des abus similaires n'arrivent à d'autres. Sa mère sembla lire dans ses pensées. « Tu vas accepter ce poste au groupe de travail, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Chloé. « Quelqu'un doit s'assurer que ce qui nous est arrivé ne puisse plus se reproduire. » Monique hocha la tête fièrement. « Alors tu ferais mieux de te mettre au travail. Il y a beaucoup de choses à réparer. » Elles se tenaient ensemble dans la lumière du soleil matinal, enfin libres de l'ombre de Moreau. Le palais de justice se dressait derrière elle comme un gardien de pierre massif. Non plus un symbole de corruption, mais de justice restaurée. Pour Chloé, cela marquait non seulement une fin, mais un nouveau départ, une chance de remodeler le système même auquel elle avait survécu. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez aimer la vidéo et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée.